Avertissement. Cette émission n'est pas une consultation, mais un forum de discussion et de témoignage. Société, débat, relations, famille. Mailloux à l'écoute. Retrouvons Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Bonjour tout le monde. Bonjour Pierre. Janine, on a un collègue de travail qui est rancunier. Un collègue de travail rancunier. Oui, je viens de découvrir ça. Je le nommerai pas, mais je vais, non pas le regarder, on est à la radio, mais il m'entend. Le sait. Il m'a fait m'affoler, je te mens pas, là, je pitonnais, là. Ah oui? Bon. Je lui parlais, il me répondait pas. Ah! Puis là, je m'agitais ses pitons. Ah, OK, c'est pour ça que vous parlez de vengeance. Il est rancunier. Et là... Parce que souvent, vous vous êtes accroché dans les corridors. Oui. Mais... Il vous attendait. OK. Mais oui, je le comprends, mais... Il se venge au centuple. Il est rancunier. Bon. Il est pire que moi. Sur ce petit incident, la rancune n'étant rien. Bon. On va aller à notre sujet aujourd'hui, Pierre. Oui, je t'écoute. Bon. D'abord, il y a une nouvelle, puis c'est ça, vous auriez aimé qu'on aille là-dessus en premier? Oui. Bon. je dis oui, mais je sais pas quoi. Vous savez pas lequel? Mais bon, la nouvelle, écoute. La nouvelle, c'est ça. Puis elle est vraiment importante, la donnée nouvelle. C'est-à-dire qu'un couple qui a perdu un petit bébé. Ouais. Ils se sont endormis, le bébé était couché dans leur lit, ils se sont endormis, il semble que c'est quelque chose qui arrive fréquemment, l'enfant est mort suffoqué. Ouais. C'est ce que je comprends, là, des nouvelles. Enquête du coroner. Oui. L'enfant est mort de suffocation, c'est ça? Ou l'enquête... Est-ce que l'enquête va se faire? Non, c'est fini, là? C'est clos. C'est l'enquête, c'est le coroner qui a fait son enquête et produit un rapport. C'est ça. À l'effet que petit bébé était trouvé mort par ses deux parents entre les deux, dans le lit. Ah là là. Et là, le coroner recommande, s'il vous plaît, les mères et les parents, pourriez-vous arrêter de coucher les bébés dans le lit avec vous autres? C'est dangereux. Ça fait des années que Mailloux vous le dit. Ouais, c'est qu'il y a des gens qui ont toujours argué, quand on a parlé de nouvelles comme ça, que ça arrive rarement, que c'est anecdotique, comme on dit, là. Ouais. Mais les berceaux, ça a été inventé pour quelque chose. Bien. Les petits berceaux, c'est beau, hein? C'est chouette. T'installes ça à côté de ton lit, tu peux être couché dans ton lit, tu mets la main sur le petit bébé, puis il se calme, il se rendort. Bon, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, là, vous allez vous trouver un petit panier d'osier. Nous autres, j'étais médecin, ma conjointe est infirmière, et puis on avait acheté un beau petit panier d'osier. On n'avait pas acheté un berceau, parce qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'argent. Oui. Puis on avait acheté un beau panier d'osier. Puis Hélène, elle avait installé un beau petit faume dans le fond, là, recouvert. Ça lui faisait le plus beau petit lit, Janine, c'était chic. Elle avait tout décoré le petit panier. Ça lui faisait un beau petit lit, puis elle mettait ça au côté du lit. Puis elle laissait traîner sa main dedans. C'est ça. Juste penser à ça. Ça ne demande pas, effectivement, une fortune. Juste la main de la mère. T'es à un bras. Le petit bébé commence à rechigner. Tu mets la main sur le ventre, tu se rendormais. Et tu l'exposes pas. D'abord à tomber en bas. Et c'est sûr que tu vas le coucher en général entre les deux parents. Et si jamais tu ne mettras pas au bar un bébé, je pense que ça, de base, personne ferait ça. Janine, mais on ne pense pas qu'on est plus lourd qu'un bébé. Coucher un petit bébé entre deux parents, ça ne se fait pas. C'est quasi criminel. Parce que vous avez des risques élevés d'écraser le bébé. Et le petit bébé, là, si jamais il se tourne sur le ventre, et par mégarde, vous mettez votre coude sur sa tête, puis il a le nez dans le matelas, vous allez l'étouffer, il va suffoquer. Si en vous retournant, vous déplacez l'oreiller, puis vous y mettez l'oreiller sur la tête, puis vous faites juste mettre votre main sur l'oreiller, il va suffoquer. C'est aussi niaiseux que ça, parce qu'un bébé n'est pas capable de se tourner. Il n'est pas capable. Jusqu'à quel... 4 mois, 3 mois, 2 mois. Toi, les 2 premiers mois, admettons que les 2 premiers mois, alors que les parents sont très fatigués. Si tu sais, il y a des nuits blanches, t'es pas tout à fait dans tes grandes énergies, ben, tu peux t'endormir. Il y a un risque de s'endormir et l'enfant ne peut pas se retourner. C'est ça l'histoire. La tête est très molle. Il y a beaucoup de femmes qui ne réalisent pas que lorsqu'elles allaitent, un sein, ça pèse 5 livres facilement. C'est la moitié du poids du bébé. Si jamais le téton, il tombe sur la tête, il va suffoquer. C'est pas des blagues.
Je comprends pas qu'en 2007, on soit à répéter des mesures de sécurité aussi dire, élémentaires. Il y a moins d'enfants qu'il y en avait, on est moins conscients de tout ça. Oui, mais Janine, sans à blâmer. quoi ça sert ce qu'on a entre les deux oreilles? S'il faut dire, ne mettez pas un petit bébé de 8, 10, 12 livres entre deux adultes dans le lit. Le risque de suffocation, il est énorme. Ceci étant dit, Pierre, il est possible qu'un parent, à un moment donné, s'endorme. Il dit, je le coucherai jamais pour la nuit, c'est impossible. Mais tu peux t'endormir. C'est ça. C'est juste être conscient de Mais si ça. vous vous réveillez, tassez-les de là. C'est dangereux. Puis arrangez-vous pour ne pas vous endormir. Tu sais, on rit pas, là. Oui, mais Là, il y a plusieurs cas. C'est un coroner, suite à une enquête, oui. qui a publié ça. Alors là, s'il vous plaît, ça vient pas de Mayou. Mayou se fait, et Janine, se font le porte-parole d'un rapport de coroner qui a été publié ce matin. Ben parce qu'il faut redire les choses sans culpabiliser tout le monde, être conscient, juste être conscient qu'il y a un risque et que tu es plus fatigué, que le bébé à 2 mois, 1 mois, il bouge pas, il bougera pas sa tête, c'est mou, mou, mou. Faut que tu tiennes la tête quand tu... Bon, il pourra pas tourner son nez pour aller chercher son air. En tout cas, c'est simplement mais ça. Janine, réellement, tu viens de dire quelque chose, là. Puis moi, ça me renverse. Tu viens de dire qu'un petit bébé, s'il est couché sur le ventre, il ne pourra pas se tourner la tête avant quelques mois. Pendant quelques mois, si on y met quelque chose là, il ne pourra pas bouger. Ah non. Il ne pourra pas. Avez-vous vu la grosseur des narines? Sapristi. C'est tellement petit. Bon, c'est gros comme 2 cure-dents. C'est ça. C'est tout petit, tout petit. Les entrées d'air, c'est comme 2 cure-dents. Mais j'en reviens pas. Est-ce qu'il y a des êtres humains qui seraient à ce point dénués, soit de jugement ou de sens d'observation, qui ne réalisent pas ce que tu viens simplement de dire, toi, femme d'expérience, t'as connu ça, t'as allaité accoucher, puis t'as eu des bébés, mais je sais pas, moi comme homme, ça me dépasse un peu. Un petit peu dépassé par ça, là. En tout cas, moi, la seule chose, c'est de le répéter. Carrément de le répéter. Parce que je pense pas qu'il y a un parent qui prendrait le risque. Oui, mais on a-tu l'air fou? Consciemment. On a-tu l'air de 2 tweets à midi? Tu sais, bien là, il y a des bébés qui sont morts. Il n'y a pas juste un, là. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon. C'est un drame. Ce sont des drames. Ben là, alors, on va à notre sujet, Pierre. Ceci étant dit, comme vous répétez souvent, il y a un lien qui est démontré entre la famille et la dépression. Mais ça va beaucoup plus loin. C'est une psychologue, Dr. Lise Bergeron, psychologue et chercheur à l'hôpital Rivière-des-Prairies et à l'Université de Montréal. Et ils ont fait une recherche à partir de 2400 enfants du Québec âgés entre 6 et 14 ans. Et l'enquête fait ressortir, mais comme jamais, que des enfants dont les parents ont vécu des épisodes de dépression majeure au cours de leur vie sont plus susceptibles de présenter eux-mêmes des problèmes dépressifs, ça c'est une chose. Et ensuite, des enfants, donc, qui n'ont pas eu le soutien auquel ils avaient... Bon, pas ils avaient droit, ils y ont droit, mais ils avaient besoin. Alors, le soutien, aujourd'hui, on va demander à nos auditeurs, on va élargir à partir de ça, puis leur demander, y a-t-il des circonstances dont vous vous souvenez où vous auriez eu besoin de soutien, besoin de support, vous ne l'avez pas eu. Si vous l'aviez eu, vous ne seriez pas allé aussi bas que vous êtes allé. Bon. Et là, à partir d'enfants, là, Pierre, ça c'est peut-être plus dans votre spécialité, puis on dit que c'est pas une question d'être nanti, c'est pas une question d'avoir de l'argent, c'est une question d'apporter du support et du soutien à des enfants qui va faire qu'un adolescent ou un enfant ne sombre pas dans une dépression. Donc, pas de support, pas de soutien. Alors là, il y a un risque même chez des enfants et des adolescents, d'après ce que je comprends de l'étude. Si on prend ça à rebours, tu es en train de nous dire qu'une des causes de la dépression chez l'enfant et chez l'adolescent serait l'absence de bon parentage. Est-ce que j'ai bien compris ce que tu es en train d'essayer de nous dire? Si on met ça très gros, là, c'est ça. Parce qu'on parle ici d'une vaste enquête et c'est exactement ce qui ressort. Mais n'ai-je pas déjà entendu ces propos à maintes reprises à notre tribune? Mais non, Pierre. Mais non! Jamais. Jamais. On n'a jamais dit ça. Ouais. Et là, encore une fois confirmé, maudit Mayou, c'est-tu plate? Plus il y a d'études sur le comportement humain, plus il y a de points qui ont avancé qui sont confirmés. Et la psychologue ici, là, qui a fait une étude sur 2400 enfants du Québec, là, c'est pas d'ailleurs, c'est d'ici. Oui. Elle met aussi en lumière, cette femme, le rôle majeur de la relation parent-enfant qui,
jusqu'à présent, avait été peu étudié en lien avec la dépression des enfants et des adolescents. Non. Non, mais peu étudié, Pierre. Ça fait plusieurs années que je vois passer des articles un peu partout. Des enfants de 6 ans, 7 ans qui font des dépressions. On saute au plafond. Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est dramatique. Des enfants de 8 ans qui vont penser à se suicider. Mais la relation parent-enfant, on ne l'avait pas étudiée. Et le rôle majeur de cette relation. Et Mayou, qu'est-ce qu'il disait à chaque fois? Qu'est-ce qu'il a répété à maintes reprises? L'importance d'étudier les relations humaines, l'importance du lien mère-enfant, l'importance du lien maternel, l'importance du lien parent-enfant. C'est la base de tout. La base de tout. Mais... Oh, le mot du Mayou, il ramène tout à l'enfance. Y es-tu plate? Qu'est-ce que c'était? Tout se joue entre 0 et 6 ans. Pierre, c'était dit, ça fait longtemps qu'on le dit. Ça fait longtemps qu'il y en a plusieurs qui disent que... Bon, il y a juste une chose, Janine. C'est pas vrai que tout se joue entre 0 et 6 ans. Mais la période de 0 et 6 ans est une période, c'est la footing d'une maison. C'est ça. La footing d'une maison n'est pas le salage, n'est pas la maison. OK? La footing que vous faites, là, c'est ce qui va supporter votre salage, sur laquelle vous allez construire votre maison. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Oui. Hein? C'est quand on met de la roche en dessous, là, on prépare le terrain. C'est ça, là. Non. Avant de monter les murs. Attends un peu, là. Whoop. C'est quoi le mot français pour footing? Je connais pas d'autres mots. La footing, là, c'est une assise de 2 pieds et demi de large. C'est une assise de ciment de 2 pieds et demi de large que tu fais avec du béton armé, de la roche, etc. 6 à 8 pouces d'épais. Et là, tu vas monter ton salage. C'est ça. Là, t'assois, c'est ça. Ton salage de 8 pouces, tu le pars et tu le montes. Comprends? Sur l'assise que tu as mis à terre. La footing, c'est un peu comme une table, si tu veux, sur laquelle tu vas monter, là, des murs. Parce que c'est vrai. Alors, c'est ça, non, la footing, connais-tu le mot français pour footing? Il y a peut-être un autre mot. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est vrai qu'on dit tout le temps ça. Hein? Quand on construit une maison, on prépare le sol, là. Oui. Tu coules les... En tout cas, je pense que tout le monde comprend, Pierre. Je suis pas sûr, là. Bon. Faut bien comprendre que la footing, l'assise, c'est ça. Bon, l'assise. Pierre, vous l'avez dit tantôt. Oui. Vous avez dit c'est l'assise. En tout cas, bon, on prépare. Avant d'ériger la maison, tu prépares ton sol, tu coules des espèces de trottoirs de béton, puis là, tu vas arriver, merci, mettons. c'est comme un trottoir, c'est ça, comme un trottoir qui fait la forme de la maison, et sur le trottoir, nous allons monter le salage. Le salage, c'est-à-dire les murs de la cave, sur laquelle nous allons construire la maison. Alors, tout se joue avant 6 ans, c'est pas vrai. C'est comme dire que la footing, c'est la maison. Ben non, la footing, elle est importante, le salage est important, et les murs de la maison sont importants, ainsi que le toit. Bon, alors on parle de support et de soutien. On est exactement dans le sujet. En avez-vous eu au moment stratégique de votre vie? 790-0224, 1-800-667-5241. Alors, on fait ressortir aujourd'hui dans une étude d'une psychologue que le rôle des parents est très, très important et pourrait être un déclencheur s'il n'y a pas suffisamment de soutien auprès de leur progéniture, enfants ou adolescents, des états dépressifs, des états qui pourraient aller jusqu'au suicide. Alors, Janine, ce n'était pas pour faire de la politique que j'ai affirmé depuis plusieurs années déjà que Pauline Marois, en invitant les femmes à aller domper les bébés, dans des enfants de moins de 2 ans et demi, dans les garderies d'État, avait commis un crime contre l'humanité. Alors, ce n'est pas sans raison, c'était exactement ça, je le savais, par expérience, par connaissance empirique, par expérience pratique, je le savais que ça conduit à des dérèglements comportementaux, de l'humeur, neurophysiologiques, etc. C'est déplorable, pathétique, de prendre des bébés et d'aller domper ça dans les garderies d'État parce que c'est à parentage multiple, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs gardiennes qui vont prendre l'enfant, donc empêchant l'enfant de former un lien maternel. Et c'est catastrophique et ça expose tous ces bébés-là à devenir de futurs adolescents avec problèmes de drogue, alcool, gambling, suicide, dépression. Oui, c'est ça. Les termes qui sont utilisés ici dans l'article, c'est vulnérabilité des jeunes à la dépression qui est augmentée par un manque de support, par un manque de soutien. Alors, pour soutenir quelqu'un, Pierre, il faut que tu puisses le suivre. Janine, former un lien, développer un lien. Bon.
Je ne le crierai pas, je vais le dire pas fort. Développer un lien. Puis les femmes qui savent pas ce que c'est là que de développer un lien, prenez des anneaux volants. Faites-vous donner du dépôt Provera. Mais s'il vous plaît, ne faites pas de bébé. Mais malheureusement, Pierre, puis ça, je vous l'ai demandé à plusieurs reprises, depuis qu'on travaille ensemble, y a-t-il moyen d'évaluer un parent? Tu sais, le degré de bon parentage que tu pourrais donner. C'est ça que vous m'avez toujours répondu, Oubliez, Pierre. Janine, oubliez cette voie-là. Bon. Mais on n'a pas besoin d'évaluer. C'est que ma stratégie est la suivante. Peux-tu te jauger toi-même? Oui. Peux-tu te jauger toi-même? Comme, Yes. bon, vas-tu être un bon père? Vas-tu être une bonne mère? Yes. Avant d'enfanter. As-tu le goût de développer un lien? As-tu la capacité... Ça se poserait comme question. Ben oui. Bon, alors c'est par là qu'on va le prendre. As-tu le goût et as-tu des raisons de croire que tu es capable? C'est-à-dire, basé sur ta propre expérience à toi, as-tu jusqu'à maintenant été capable de développer un lien, soit avec un animal ou un humain? Et j'inclus les animaux, Madame Janine. Oui. Alors, quelqu'un... Oui, puis ça rejoint des appels d'hier, Pierre. Quelqu'un qui est capable de s'émouvoir devant un animal. OK? Non, ça marche pas. Ou C'est pas ça. d'aimer, mais créer un lien. Ben alors, expliquez-le dans Créer votre sens à vous. Établir un lien. Établir un lien. Établir un contact privilégié qui te porte à vouloir t'en occuper, qui te porte à ressentir, qui te porte à désirer la compagnie de. C'est ça, admettons. Oui. Non, Pierre, c'est ce que je veux dire, dans le fond. Oui, mais c'est pour ça que, oui, on va tranquillement pour bien le dire, parce que la plupart sont cow-boys là-dessus et coupent les coins ronds. Exemple, Pauline Marois. Elle sait ce dont on parle et elle a agi en criminel envers les bébés. Alors, Pierre, on a un premier appel. Allons-y. On va parler à Sylvie. Bonjour, Sylvie. Oui, bonjour. Bonjour, Sylvie. Bonjour. Moi, je vais vous parler de mon expérience. Allez-y. J'ai 3 enfants. Oui. J'en ai eu 3 en 2 ans. J'ai pas de jumeaux. C'est-à-dire que... Ouais. Ou dis-moi. 3 d'affilée. Ouais. Ou dis-moi. Pardon? Oui. Celle du milieu, la deuxième, à l'âge de 3 ans, a commencé à faire de l'insomnie. Oui. Et ça, très sévère. Donc, mais 3 heures dans 24 heures et c'était épouvantable. Mm-hmm. J'ai consulté des CLSC et ils m'ont référé à Sainte-Justine. Oui. Elle avait besoin de support. On allait régulièrement dans une clinique du sommeil qui, eux, se sont aperçus que c'était un enfant très, dans sa tête, désorganisé et qu'elle avait besoin de support. Moi, ma fille, je l'ai supportée, je l'ai aidée, j'ai fait des nuits debout. Et aujourd'hui, elle a 14 ans et nous sommes toujours à Sainte-Justine régulièrement. Sylvie, merci d'avoir appelé. Bienvenue. Vous savez, il y a le manque de support, les enfants qui sont dompés, les bébés qui sont dompés dans les garderies de Pauline Marois, ils ne font pas d'insomnie sévère. Le problème que vous rapportez est un problème exceptionnel. C'est en fait... Pour une mère qui est restée à la maison, c'est ça? Ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. Mais moi, Mais j'ai fait le choix d'avoir des enfants. Oui. J'ai fait le choix de rester avec mes 3 enfants. Oui. Insomnie sévère à 3 ans, cet enfant-là a une particularité. Alors, il va falloir investiguer du côté de la famille. Quels sont les problèmes neuropsychiatriques ou neuropsychologiques qui traînent dans la famille? Ben, moi, je prends des médicaments pour des dépressions. Bon. Mais c'est une dépression que j'ai commencé suite à mes 3 accouchements. C'était trop, là. Non. Ça a été Sylvie. Ça peut être un déclencheur, là. Sylvie, regardez. Oui. Là-dessus, vous ne pourrez pas m'émouvoir. Ma mère s'est mariée avec mon père, elle avait 17 ans, et à 20 ans, il y avait 3 bébés dans la maison. Okay. Elle a eu dans 3 ans. Vous les avez eu dans 2 ans, mais elle, à 20 ans, elle avait 3 bébés. Okay. Elle n'a pas eu besoin de Pauline. Puis en plus, dans la maison, il y avait 5 ou 6 frères et sœurs de mon père. Ça vous donne une idée, puis c'est elle qui était Bon, mais peut-être en que charge Sylvie, de tout ça. Parce que tout le monde était orphelin. Les autres, mon père, lui, ses 2 parents étaient morts, puis il a gardé... Fait que non, oubliez ça, là. 3 il y avait enfants donc en 2 ans... fragilité, Pierre. 3 enfants en 2 ans a rien à voir avec les pelunes. OK?
À moins Ça, qu'elle ait écoutez, fait de l'anémie, j'ai pas là, besoin d'être Pierre. médecin, là, puis je joue pas au médecin en vous disant ça, là. Écoutez, n'importe qui a connu différentes expériences va vous dire, es-tu bien sûr, Sylvie, de ce que tu dis là? Ben oui, Mais une mère, après 3 accouchements rapprochés, Pierre, si elle fait de l'anémie, mais non, elle va être, bon, elle va être fatiguée, elle va pas Les filer. médecins vont y donner Il y du a peut-être- fer, puis je suis pas plus Non, grave je que faisais ça. pas d'anémie. C'était- c'est non. ça. Elle n'en faisait pas, C'était Janine. pas ça. Une fatigue, je veux dire, oui, j'étais fatiguée, je peux pas dire le contraire. Quand tu dors 3 heures dans 24 heures, quand tu as 3 bébés, puis que là, elle vient de s'endormir, mais les 2 autres sont debout. Ah oui, c'est de la peau. Mais je me sentais en même temps dépassée par ma deuxième fille. Bon. Ça nous inquiétait. On se demandait que... Là, on commence à jaser. D'accord. Parce que, non, 3 heures par 24 heures, là, il y a quelque chose qui tourne Ben pas rond. oui. Ah non, c'était Et, même que le premier... évidemment, l'institution la plus noble qui se veut la seule de son genre au Québec, l'hôpital Sainte-Justine, évidemment, n'a pas découvert la cause du problème. Est-ce que j'ai bien compris? Ben non. Bon. Ben Alors, non. c'est pour ça que vous disiez Oh. tantôt, à 14 ans, elle est encore suivie pour... Oui, je Pourquoi? vais demain voir sa pédopsychiatre, là, demain. Parce que c'est un enfant qui est très désorganisé. Ils m'ont toujours dit pouvoir brancher une caméra de télé direct de son cerveau, là, on virait fou. Ça roule à 250 km/h. Ben là, Sylvie, je sais pas. Vous parlez de quelque chose, j'ai jamais entendu parler de ça. Bon, ils lui ont expliqué ça comme ça, par exemple. Cérébralement, ça roule tout le Non, temps. regardez, Sylvie, là, on va faire un deal ensemble. Yeah. Là, vous allez nous crisser la paix avec ce que vous avez entendu et vous allez nous parler de ce que vous avez observé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas vous comme idée, Janine? C'est Belle beaucoup. allure. Bon, Parce qu'elle est alors- aux premières loges, Sylvie. Oui, alors, s'il vous plaît, ne me dites plus les propos, ne rapportez plus, pas en tout, là, les propos de personne, excepté, je veux vous entendre, vous, sur vos observations de cet enfant-là. Donc, Sylvie, Oui. si vous avez le temps, on va faire la pause. Puis, au lieu de couper là, en 2 idées, puis on va dans les détails que vous avez observés, vous. Tous les... Alors, on demande à nos auditeurs et auditrices aujourd'hui, est-ce que vous avez eu du support, le soutien dont vous aviez besoin quand vous étiez plus jeune et peut-être à l'âge adulte, en milieu de travail, parce que, Pierre, il y a des gens, quand ils ont besoin d'un soutien. C'est un coup de pouce, ça, c'est temporaire, et qu'ils ne l'ont pas, ça amplifie les difficultés. Alors, on continue avec Sylvie. Sylvie, vous allez Oui. nous parler de ce que vous observez chez votre enfant, autant au niveau du comportement, de son développement, de n'importe quoi. Alors, on vous écoute. Donnez-nous une go là-dessus. Quand elle était petite, ça a commencé avec l'insomnie et tout ça. Et Non, Sylvie, on va faire l'inverse. Vous allez nous décrire le topo actuel, puis on me montrera au besoin. Aujourd'hui. Oui, 14 ans. Racontez-nous ça. Aujourd'hui, elle fonctionne bien, dans le sens qu'elle est médicamentée. Qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend de la dexédrine très fort, Attendez là, un peu. une grosse dose le matin, Oui. 7 jours par semaine. Attendez un peu. Répétez la médication parce que mes écouteurs marchent mal. De la dexédrine, 30 mg tous les jours. Qu'est-ce que c'est de la dexédrine 30 mg tous les jours? Ben, c'est un dérivé de Ritalin, là. Ah. De dexédrine. C'est un psychostimulant. OK. C'est Oui. du speed. C'est du speed. Est-ce Et que vous pour- savez que c'est du speed? Non. C'est Ça, un analogue, c'est une amphétamine Oui. et c'est un analogue de l'ecstasy. Saviez-vous ça? Non. Ben voyons. Ben, je vous le dis. Ben voyons. Alors, je vous crois. Ah ouais. Ils me l'ont jamais dit. Non, mais c'est du speed. OK. Alors, il y en a... Donc, c'est pour concentrer ses idées. Oui, pour concentrer ses idées. Est-ce que ces idées deviennent concentrées avec la dexédrine? Oui. Ah, Moi, je suis en capable effet. de vous dire si elle l'a pris ou si elle l'a pas pris dans la journée. Oui. Donc, elle réagit bien. Bon, attendez, Elle jamais. réagit. Elle réagit. Attends de voir On ça. va Attends de voir laisser- la suite. OK. Attends de voir la suite. Est-ce qu'elle prend autre chose que la dexédrine? Oui, elle prend de la clonidine tous les soirs. Yes. C'est quoi la clonidine? La clonidine, c'est un médicament qui est pour le cœur ou la pression. Et qui ont découvert que ce médicament-là enlevait enlevait l'effet de la dexédrine du soir pour l'empêcher de dormir et ça lui procure un sommeil. Fait qu'avec ça, ouais. elle dort. C'est un hypotenseur, ouais. ça, Pierre? Est-ce que c'est ça que vous décrivez? Oh, madame Hypotenseur? Ross vous pose une question. Est-ce que c'est possible que la clonidine soit un hypotenseur? Oui. Oh, Elle le sait. elle a répondu à Elle ta le question. sait très bien. On continue. Bon. Est-ce qu'elle prend autre chose? Non. Parce- Tout à fait. OK. Alors, Janine, nous sommes sur la corde raide cet après-midi. Alors, je frise l'accusation de pratique illégale de la médecine, mais j'aime ça un peu. La corde raide. Alors, continuons. OK. Ça, c'est les médicaments qu'elle prend.
Là, en début d'année, cette année scolaire, Oui, elle était dans une école publique. oui. Parce que académiquement, c'est difficile. Elle n'a pas de problème d'apprentissage, mais vu qu'elle a beaucoup de problèmes d'organisation et tout ça, ça se répercute au niveau scolaire. Ouais. Et donc, elle est dans une école publique où il n'y a pas d'encadrement, où c'est l'enfer. Et au mois de novembre cette année, je l'ai sortie et je l'ai envoyée à Trois-Rivières, pensionnaire. Ben oui. Et ça va très bien. Au CMI. Vous l'avez envoyé au CMI. En plein ça. Bon, elle est au CMI à Trois-Rivières. Plus elle s'est encadrée, Oui. plus elle fonctionne. Alors là, elle a 14 ans. Elle est en quelle année? Secondaire 2. Elle est en secondaire 2. Est-ce qu'elle a doublé des années? Pas du tout. Pas du tout. Et ça surprend tous les dépassements de Saint-Justin. Ben, c'est épouvantable. Arrête. Pourquoi? Je- Parce que je suis... Alors là, vous allez nous dire... Elle dit, vous je allez suis nous- en arrière. Elle dit, oui, elle est là. Vous Sylvie, allez là. nous dire, Sylvie, quel est son quotient intellectuel? Je m'en rappelle pas, mais c'était supérieur à la moyenne. Bon, t'as dit le chiffre, je m'en rappelle pas, parce qu'ils l'ont tout fait, là, à Saint-Justin. Testé pour la dernière fois à quel âge? Elle avait 11 ans. Oui, ça c'est bon. Oui. Alors, Ils ont fait une grosse évaluation, là. Ça a duré, je pense, 6 semaines, là. oui, une évaluation psychologique. Oui, à Sainte-Justine, avec toutes sortes d'intervenants pas possible. Oui. 6 semaines, à toutes les semaines, j'allais Est-ce que là. vous avez vu le rapport de ça? Non. Oh, il faut surtout pas montrer un rapport comme ça aux parents. Non. Alors, on vous a dit, et vous les avez cru, que son intelligence était supérieure à la moyenne. Oui. Bon. Sauf vu qu'elle est désorganisée, qu'elle a de la misère, tous les matins, elle cherche ses souliers, tous les matins, elle va chercher son sac d'école. Depuis qu'elle est au monde, c'est comme ça. Ce- Fait qu'on essaie de développer des trucs. Non, attendez un peu là. Sur le plan du langage, Oui. elle a l'air de quoi? Très volubile et aucun problème. Est-ce qu'elle s'exprime bien? Très bien. Tout à fait normal? Vous êtes Tout à fait certaine? normal. Alors, on ne peut pas l'identifier comme étant une personne malade ou atteinte? Non, mais pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Là. Personne ne s'en rend compte de ça. Là. Pas du tout. Elle est nerveuse, elle est angoissée, ça, oui. Mais je veux dire, quand elle prend sa dexédrine le matin, ça paraît pas. Pas du tout. Il n'y a personne qui pourrait se douter de ça. J'ai parlé au CMI encore la semaine passée. Oui. Elle va très bien. C'est sûr qu'académiquement, c'est plus difficile. Ils font des cours de rattrapage parce qu'elle avait acquis, avec pratiquement rien acquis à l'école publique. Là. Parce qu'ils l'ont lâché l'autre, Sylvie, elle a fumé un joint, là. C'est quand Sylvie, elle a fumé un joint. oui, la désorganisation, Oui. c'est quoi ça, cette affaire-là? Elle n'est pas capable de mettre ses idées en place. Elle n'est pas capable de faire une chose. Quand elle n'a pas pris ses médicaments, un exemple, elle va se promener. Elle va aller fouiller dans l'armoire. Elle va revenir. Elle va aller manger. Elle va aller aux toilettes. Elle va aller voir dehors. Elle n'est pas capable de faire quelque chose à long terme. C'est tout le temps, là. Est-ce qu'elle pratique une activité sportive quelconque? Là, elle est dans les cadets de l'armée. Oui. Et ça, elle trouve ça extraordinaire. Elle adore ça. Et tous les fins de semaine, ils partent en aventure à l'extérieur. Là, puis ils recouchent dehors à moins 30, puis il n'y a aucun problème avec ça. Est-ce qu'elle Il y a un prend travail sa physique. dexédrine et sa clonidine les fins de semaine? Oh oui. Elle prend de la dexédrine 7 jours par semaine? Oui. Êtes-vous Et sérieuse? je me rends compte quand elle les prend pas, puis elle dit, j'ai pas pris mes médicaments, ça va pas bien. En tout cas, je dois vous dire bien humblement que je n'ai jamais donné de la dexédrine 7 jours par semaine. Je sais, vous avez toujours dit ça. Mais elle, quand elle dit ça, là, je prends pas mes médicaments, ça va pas bien, comment elle se sent? Ben, elle dit, son cœur, il bat vite, elle dit, je sais pas quoi faire, je suis pas capable de travailler sur l'ordinateur, je suis pas capable d'écouter la TV. J'ai jamais vu ma fille écouter un film à TV. Elle est pas capable, ça, on oublie ça, là. Elle va jouer dans la tête, elle s'est fait des bobos. Même aujourd'hui, même avec Aujourd'hui, Ouais, c'est comme ça. encore comme Elle ça. a fait des épisodes, elle a pris du Risperdal un bout de temps. Oui. Parce qu'elle avait développé des manies, là. Regardez donc. Elle avait à 8 ans, là, elle a été 1 an sans attacher ses pantalons, peur de rester pris. Elle voulait pas qu'on ferme la porte de la salle de bain. Ça, c'était...
aller ailleurs, c'était l'enfer. Il fallait que je me mette dans la porte. Est-ce qu'elle a déjà mentionné entendre des voix? Non. Mais elle a dormi, c'est-à-dire de 4 ans à 11 ans, elle a dormi à terre sur un matelas à côté de mon lit, main dans la main. Ouais. Elle se réveillait la nuit, elle pouvait prendre sa douche 5 fois par nuit parce qu'elle disait qu'elle avait des fourmis. Mais les pédopsychiatres me disaient, elle fait pas de psychose parce que elle le dit que le matin, je le sais que ça se peut pas, mais je les sens pareil. Mais Pierre, hier, on a eu un témoignage. La personne savait quand les décrochages arrivaient, les signes avant-coureurs. Vous sentez ça? Vous pensez que ça pourrait être quelque chose comme ça? Ça a duré Janine? Janine. Oui. Pratique illégale de médecine? Oui. J'ai rien dit. Moi, j'écoute. Non, ensemble, je te dis je te dis pas de te taire. Je te dis, moi, je me tais. Oui, je sais, vous pouvez pas parler. Je sais. Elle a pris à ce moment-là du Risperdal. Sylvie, j'ai des fourmis dans les jambes et dans la langue. Et j'ai pas besoin de Risperdal. Là, ah non. Bye, Sylvie. Ben, merci. Merci d'en avoir témoigné. Merci, bye-bye. Bye, un jour, peut-être qu'on pourra revenir sur des cas comme ça, lorsque on ne pourra plus me taxer d'exercice illégal de la médecine. Ben, je vous rappellerai à ce moment-là, Doc. Bienvenue, Sylvie. Ben, merci. Bye, Sylvie. Puis une chance que vous êtes resté proche de cette petite fille-là. Il faut pas lâcher. Non, c'est ça. Je suis encore là. Continuez. Oui. Donc, elle est à Trois-Rivières et on se parle à tous les jours. C'est bon. Pour elle, c'est important. Je me fous du compte de oui, téléphone. mais à Trois-Rivières, mais vous venez de quelle région? C'est à Laval, moi. OK, c'est un bout. Alors, vous, là, vous avez quelqu'un qui fonctionne pas à Montréal, vous l'envoyez à Trois-Rivières, puis moi, à Louisville, là, je ramasse tout un paquet de monde de Montréal, à Saint-Léon-le-Grand, Saint-Alexis, tu sais, dans tout notre coin. Si c'est le fun, Saint-Étienne-des-Grès. Arrêtez donc! Le centre du Québec ramasse les... Encadré. Moi, à l'école publique ici, quand la journée, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient fumé un joint dans le cours de l'école. Ouais. Mais êtes-vous en train de me dire qu'on va avoir besoin de certaines régions parce qu'on n'est pas capable de fonctionner en société organisée à Montréal? Oh non! Nous avons tous besoin les uns des autres. Moses. Bonne chance, Sylvie. Oui. Alors, on parle du soutien. Avez-vous eu suffisamment de soutien, le soutien dont vous aviez besoin quand vous étiez plus jeune, adulte, et ça vous a permis de passer au travers des grosses affaires, ou si vous n'avez pas eu de support et vous avez sombré? 790-0224, 1-800-667-5241. OK, alors on parle de soutien. Le soutien dans l'éducation, dans l'éducation des enfants et adolescents. Ça peut éviter des dépressions quand il est adéquat. Donc, un bon support, un bon soutien familial, ça ressort dans une étude qu'une psychologue a menée auprès de 2400 enfants québécois. Alors, on va du côté de Claude. Madame Claude. Bonjour. Est-ce qu'on a perdu la communication? Non? Ah, on a perdu. Bon, d'accord. Alors, c'est ça qu'on essaie de mettre en lumière dans cette étude-là, Pierre. Ouais. Et chacun de nous, on peut s'interroger, est-ce que vous avez eu le support auquel vous aviez droit ou le support dont vous aviez besoin? Est-ce que c'est facile d'analyser ça, Pierre? Tu vis avec tes handicaps, c'est pas facile d'analyser ça. Parce que ça exige de faire une réflexion ou de revisiter son passé. Et pour beaucoup d'adultes, actuellement au Québec, c'est inacceptable, c'est menaçant, et ils vont même essayer, beaucoup de ces adultes-là, à faire taire ceux qui invitent à la réflexion, c'est-à-dire se pencher sur soi. Réfléchir, fléchir, ça veut dire se plier, et sur, tu sais... oui. C'est se pencher, pencher sur soi, réfléchir. Ouais. Réfléchir, ça veut dire se pencher sur... C'est pas plus compliqué que ça, réfléchir. Se pencher sur soi, c'est-à-dire revisiter son passé. Et la tradition, la culture québécoise veut que ce soit un exercice quasi interdit. Parce que ça oblige, ça vient en contradiction avec le 4e commandement
de la religion catholique qui dit « Père et mère, tu honoreras afin de vivre longuement ». Alors, on a été élevé dans une culture, on a un trait culturel, et c'est pour ça que je suis un danger public. J'ose remettre en question des attitudes culturellement incrustées, mais excessivement malsaines, dégueu. Ouais. Alors, on va à Claude. Je pense que là, c'est rétabli, les circuits, oui? Oui, allô? Bonjour Claude. Bonjour à vous. Je suis vraiment contente de vous parler puis de vous faire part de ce que j'ai vécu. Allez-y. C'est ça, parce que ça me touche particulièrement. Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce que vous touche? Vous dites ça me touche particulièrement? Oui, ça me touche particulièrement du fait que vous disiez que le lien entre les parents et les enfants par rapport à la dépression. Oui, allez-y, expliquez-vous. Moi, j'étais l'enfant là-dedans. Oui. Puis, mes parents se sont séparés, j'avais environ 11 ans. Oui. Puis, à ce moment-là, rendu au secondaire, j'ai commencé à être très fatiguée tout le temps. Mm-hmm. Puis, moi, c'est ça, mon père était alcoolique. Non. Puis, il était maniaco-dépressif. Ça a été diagnostiqué il n'y a pas très longtemps. Non, laissez faire le diagnostic, puis dites-nous de quoi il avait l'air. De quoi il avait l'air? C'est quelqu'un de très imaginatif, très créatif. Il buvait du vin, mais comme une bouteille le soir. Oui. Par soir. Il pouvait boire pendant le jour, il pouvait boire de la bière aussi. Oui. Des fois, il pouvait boire partir très tôt le matin. Quand j'allais chez lui... Même après la séparation, il a continué. Ah Quand oui, vous étiez petite, il buvait et ça s'est poursuivi, c'est ça? Il a jamais... Oui, non, il a arrêté, là. Il a arrêté de boire quand? Beaucoup, il a arrêté de boire il y a 5 ans, puis là, j'ai 32 ans. Ouais. Oui. Ouais. Donc, il y a eu beaucoup de... C'était tardif. Oui, c'est Mais ça. je vous ai suggéré de laisser faire les diagnostics. Okay. Vous avez parlé de maniaco-dépressif. Oui. Et je vous demande de nous dire de quoi il avait l'air. Okay. Très imaginatif et créatif. Oui. Mais oui, mais ça, c'est normal. OK. De quoi il avait l'air physiquement, mentalement? Non, vous dites PMD. Alors, de quoi il avait l'air? Maniaco-dépressif. Depuis quand qu'un maniaco-dépressif est imaginatif et créatif? Allô? C'est une psychose, madame. Quelqu'un est déconnecté de la réalité. Ouais, non, c'est ça. De quoi il avait l'air? Quand il buvait, vous voulez dire? Non, c'est quand il était cinglé, s'il l'était. Ah, pardon? Lorsqu'il était cinglé. Oui. C'est vous qui avez dit que c'est un malade psychiatrique. Oui, mais je veux dire, il était plus en dépression, là, à cette époque-là, là. Mettons, on va laisser faire la maniaco-dépression. Ça, c'était plus tardif, là. Mais moi, quand j'ai eu mes problèmes... Non, mais Claude... Quand j'ai eu mes problèmes... Concentrez-vous. Ouais. Vous dites n'importe quoi. Mais c'est parce qu'elle elle peut pas savoir, il y a eu un diagnostic. Quelqu'un, en quelque part, a posé un diagnostic, elle dit ça. Elle ne peut pas savoir, Pierre. Regardez, Claude. C'est pour ça que c'est ses observations à Si elle. vous colportez des mots que vous ne comprenez pas, que vous n'êtes pas capable d'étayer, pourquoi vous faites ça? Non, mais de toute manière, là, j'appelle plus pour parler de moi. Non. Vous êtes en train de témoigner. Comprenez que vous êtes en train de... Je suis en train d'essayer de vous aider à vous déniaiser un peu, là. Bon. Non, ça marche pas, votre discours. Vous dites n'importe quoi. Mais alors, vous nous avez dit que... De quoi il avait l'air? Pouvez-vous spécifier votre question, s'il vous plaît? Claude, vous avez dit que votre père était maniaco-dépressif. Oui. De quoi avait-il l'air lorsqu'il était maniaco-dépressif? Vous avez répondu à ça. Il était très imaginatif et créatif. Voyons. Ça n'a pas rapport, là. Okay, merci, bon, merci, on beau. allume. OK, allez, on est en train de démontrer qu'on a quelque chose dans la tête. Ah oui, non, c'est alors, beau. allumons, les niaiseries, le gna-gna, c'est fini à 32 ans, cher Claude. Allez, continuez. Vous êtes une femme adulte. Là, je vais être bonne pour... Oui, alors maniaco-dépressif, il avait l'air de quoi quand il était maniaco-dépressif? Ah, mais il y avait plein de projets, puis il parlait rapidement, puis il pouvait passer des nuits sans dormir, ou il dormait le jour pendant des heures. C'était très instable. Oui. Il parlait, c'était paradoxal, ses idées. Là. Il va dire, un jour, il va dire telle affaire, le lendemain, il va dire d'autres choses. Oui. Il dépensait... des dépenses d'argent énormes, comme s'il n'était pas conscient un peu de
la réalité, là. Non, pourquoi? Claude, Mais- quand on veut, on peut, Janine. Bien Ouais. sûr. Il fallait brosser la canisse. Elle s'en allait nulle part. Pierre, à Parce que l'oreille. vous, le spécialiste, hein, faut que vous m'enligniez, là, exactement. Vous pour l'avez savoir, été là, et vous avez réussi l'exercice avec brio. C'est presque une Bon, définition de ce qu'elle avait dit. C'est beau. C'est presque Bon, une- alors là, alcoolique, maniaco-dépressif, basé Ouais. sur toute une énumération de comportements, de symptômes qu'elle présentait. Ouais. OK. Ouais. Alors, on continue. Moi, c'est ça, quand j'étais plus jeune, à vrai dire, c'était plus des dépressions, là, suite un peu... Bon, non, parce que c'était héréditaire un peu, là, avec lui, mais c'était de la dépression, puis bon, amplifié par l'alcoolisme, si on peut OK. dire. On a compris. Pour votre père, ça va. On a le topo. Les auditeurs ont compris bien des choses. Alors là, continuons dans votre propos. Vous vouliez nous dire quoi? Ben moi, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai commencé à l'adolescence. Bon, mes parents sont séparés, j'avais 12 ans, 11 Oui. ans. Puis, 11 ans, oui. c'est ça, à ce moment-là. Avant, j'ai pas nécessairement le souvenir. Moi, j'ai commencé à être très fatiguée tout le temps. Oui. Puis, bien effacée. Oui. Effacée. Mhm. Puis, Attendez, Ouais. on va... Claude. On a fait un bout, un beau bout. Patience continue? et grandeur d'âme, bien mieux que rage et désespoir. ouais. Puis Claude, on s'est pas rendu là pour rien. On continue après la pause? Parfait. OK. Ah. Bon, alors on parle de soutien, de support dans la vie qui est apporté par les parents d'abord. Ça ressort dans une enquête, une recherche, une grande recherche qui a été faite par une psychologue Oui. québécoise. Elle a investigué les enfants du Québec. Alors on parle de ça. Avez-vous eu le support ou le soutien qui vous aurait permis de passer au travers des difficultés de votre existence quand vous étiez plus jeune et puis peut-être adulte aussi? Alors je redonne les numéros de téléphone pour continuer avec Claude. 790-0224, 1-800-667-52-41. Et puis Claude, là, on a parlé de votre père, c'est ça, mais on en est rendu dans sa tale à elle, là, Pierre. Oui. OK? Oui. Alors, oui. Alors, on vous écoute. Oui. Alors, vous nous disiez que vous étiez vers 11-12 ans, vous étiez au début du secondaire, fatigué, effacé. Qu'est-ce que vous voulez? Expliquez-vous là-dessus. Ben, quand j'allais, n'importe quand, que ce soit pour faire des activités ou pour aller à l'école, je m'endormais tout le temps. J'étais tout le temps fatiguée, j'étais amorphe, puis Oui. je réussissais quand même à m'amuser, là, avec mes amis, tout ça, mais j'avais pas l'énergie pour faire des activités. Puis, Aviez-vous un trouble de la difficulté à vous concentrer à l'époque? j'ai toujours été un peu dans la lune. Donc, poursuivre en classe, là, ça a toujours été, des fois, je perdais le fil. De me concentrer, oui, j'ai des problèmes de concentration un peu, mais j'ai réussi à passer mon secondaire quand même. OK, là, alors pas au point dans la des choix. moyenne, OK. là. Oh, Je m'en suis sortie, là. OK, dans la moyenne du groupe. Oui. C'est bon, continuez. Mais, à part ça, qu'est-ce que vous voulez savoir? Faisons un saut actuellement. Un saut actuellement? Oui. OK. Vous avez l'air, vous faites quoi actuellement, vous fonctionnez comment, etc. Bon, c'est moi un petit tableau. C'est sûr que, disons que je peux pas nécessairement supporter trop de stress. Je me fatigue facilement, mais je m'en sors bien parce que je prends de la médication depuis que j'ai 19 ans. Puis là, dernièrement, j'ai trouvé vraiment une médication là qui me redonnait ma vie parce que j'en ai pris une pendant longtemps que finalement, je pense que c'était pas... Par un médecin, c'est un médecin qui vous prescrivait ça? Ou si vous avez pris... Oui, oui. Je suis allée Et voir quel des était le médecins. médicament que vous preniez et celui qui vous a redonné la vie? J'ai pris du Louvox, Oui. 100 mg pendant peut-être 8 ans. Puis bon, ça endort beaucoup, disons. Ouais. Puis je pense que c'était pas... ça m'a pas vraiment aidé. OK. Celui qui m'a vraiment là, redonné la vie, là, ma recette miracle, là, je dis, là, c'est Wellbutrin mélangé avec du Désirel. Un petit peu de Désirel au coucher. Mais en même temps, j'ai été prescrit, ils m'ont prescrit une psychiatre, en fait, qui m'a prescrit cette recette-là.
Mais avec de l'Effexor aussi en même temps, sauf que je pense pas que l'Effexor aide tant que ça, là, parce que j'ai fait des essais, là, disons, là, quand on a ajouté les médicaments, puis à un moment donné, j'ai essayé d'enlever le Désirel, puis là, ça a rechuté vraiment, là, ça a pas aidé. C'est là que je me suis rendu compte vraiment que... Parlez-nous de votre relation avec la psychiatre. Ah, mais la psychiatre, je l'ai vue en... Je me rappelle pas comment ça s'appelle, là, tu sais, PSPP, c'est ça, quand tu vas au CLSC, mettons, puis tu dis au docteur, bon, j'aimerais aller voir psychiatre pour une évaluation. Mais Claude, ma question était très simple. Oui. Parlez-moi de la psychiatre. Je l'ai vue pendant 1h30 de temps. Oui. Elle était gentille, elle m'a évaluée, mais je l'ai pas vraiment vue beaucoup, là. OK. Je peux pas vraiment vous parler d'elle, là. Et parlez-nous de votre lien avec le médecin qui vous prescrit les pilules. Elle était vraiment attentive, vraiment gentille, vraiment à l'écoute de qu'est-ce que je ressentais. Puis... Pourquoi vous mettez ça au passé? Elle était? Parce que là, j'ai déménagé, donc j'ai changé de médecin. Depuis quand vous avez changé de médecin? Ça fait 6 mois environ. C'est plus possible de garder contact avec l'ancienne? Ben non, parce que là, j'ai changé de région. Oui. C'est pas mal loin, là. Et ça fait combien de temps qu'on vous a redonné votre vie avec le Wellbutrin, le Désirel? Ça fait, là, 3 ans environ. OK. 2-3 ans. Ça passe vite. Mais à 19 ans, là, vraiment, là, ce qui m'a fait aussi, j'ai pris... la première fois que j'ai pris un antidépresseur, c'était à 19 ans, puis ça m'a redonné ma vie aussi. Je dis, je suis née à 19 ans, là, j'ai pris du Zoloft. Ah bon? Oui, pendant 1 an de temps, parce que ça, faut pas le prendre trop longtemps, là. Arrêtez donc, vous. Ben, ce qu'ils m'ont dit, en tout cas, là, le médecin qui me l'avait prescrit disait, c'est bon pour 1 an environ, après, bon, c'est moins bon, là. Puis c'était vrai. Puis je l'ai arrêté, puis j'ai complètement rechuté, là, c'était pas drôle. Fait que là, à ce moment-là, j'ai pris le Louvox, puis bon, ça a marché un peu, mais entre nous, là, ces médicaments c'était pas fort. C'était pas super. Ces médicaments qui font le soutien. Ah oui. Ce sont des grosses affirmations. Là, oui. Auxquelles je n'oserais appuyer ni contredire. Mais moi, je serais l'amie de Claude qui me compterait ça, puis je lui dirais, ouais, c'est ça, c'est à chaque fois, il y a quelque chose là. Ouais. Pardon? C'est vraiment la médication qui a été mon amie, ça. Non, je niaise, là, mais je veux dire... Pourquoi vous dites ça, je niaise? Parce que je fais des farces, là. C'est vraiment la médication qui a été mon amie. Qui m'a vraiment soutenue puis aidée, parce que, je veux dire... Et non quand un j'étais humain. adolescente, là, j'avais pas vraiment de réponse là, face à ma détresse, je pense. Là, c'était plus, bon, ben arrête de dormir comme ton père. Ou puis mon père, bon, ben, tu sais, il était pas mieux à manger que moi pour m'aider. Arrête de dormir comme ton père. C'est lui qui disait ça? Je me suis sentie coupable longtemps, par rapport à ça. C'est lui qui vous disait ça? Ma mère. C'est votre mère? Disait, arrête de dormir tout le temps comme ton père. Il n'y a pas de père qui va dire ça à leur fille. C'est évident. Le père qui serait lucide sur sa condition. Et évidemment, Claude, lorsque votre mère vous servait pareil propos, c'était dans un élan de bonté de sa part, de générosité. Elle voulait m'encourager, là, puis tu sais, que je me renippe, là, tu sais. Ben oui. On a toutes les auditrices ont compris ça. Ouais. Sauf que ça peut être Parlez-nous de votre relation avec votre mère. Ben, c'est une mère qui était présente du point de vue financier et qui m'a donné, disons, les moyens d'avoir une bonne éducation. Mais c'est vrai que contact physique, elle m'a toujours écouté quand même. Elle m'a toujours été là pour m'écouter. Mais à un moment donné, elle m'a dit, regarde, là, c'est trop pesant, là. Je pense que je vais t'envoyer voir une psychologue, tu sais. Mais à quelque part, je pense que... Claude, à partir de quel âge vous avez été trop pesante pour votre mère? Ces propos-là, ça a été peut-être, j'avais 14, 16 ans. Claude, 16 ans. ma question, concentrez-vous sur ma question. Oui. OK, vraiment, là, à quel âge j'ai été trop présente pour elle? C'est drôle, j'ai la maudite manie après-midi de solliciter ce que vous avez entre les deux oreilles. Non, mais c'était parce que c'était pas ça la question en premier. Hein, es-tu tannant, Maillot, après-midi avec vous? Je pose des questions à double sens. Ouais. On peut répondre ça ou... C'est à cause de lui si je réponds pas la bonne réponse.
Maudit Mayou qui est tannant, il me force à réfléchir. Il me force à me servir de mon coco. Mais y es-tu plate? Bon, là, on continue. On continue, oui. Alors, à quel âge j'aurais été trop pesante pour elle? Oui. Mais, attendez, je vais préciser ma question. Oui. À partir de quel âge Oui. croyez-vous que vous êtes devenue trop lourde pour votre mère? En haut de 50 livres? Non, je sais pas. Je pense que ça, d'une certaine manière, là, puis j'ai pas peur de le dire, puis j'en ai parlé avec elle-même. Je pense que, depuis toujours, parce que d'avoir un enfant, pour elle, c'était bon. Elle en voulait un, sauf que peut-être qu'elle savait pas trop quoi faire avec... de toucher l'enfant, comment donner de l'affection, tout ça. Non, ça se peut pas. Je me rappelle que... Depuis quand qu'une mère qui accouche, un gamin ne saura pas y toucher? Voyons. Vous êtes pas sérieuse, vous là, vous riez de nous autres l'après-midi. Non, c'est ça, là, le toucher, là, c'est pas nécessairement inné, hein, chez la mère. Quand la mère a pas nécessairement été touchée... Ah ben là, par exemple, Claude, je vais vous rentrer dedans. Là, j'ai assez élevé de chiens, de lapins, OK, de chevaux, de bœufs, de moutons, pour vous dire que le toucher, chez les mammifères supérieurs, est inné. Bon. C'est inné. Toutes les femelles lèchent les nouveaux-nés. Sauf les femelles qui rejettent, ça, Pierre, vous n'avez déjà parlé. Là, il y a des mères dans la nature, je me dans le monde reprends. animal, qui ne savent pas. Toutes les femelles adéquates chez les mammifères supérieurs lèchent toutes leur progéniture, toutes les bonnes femelles. Alors, cet après-midi, vous venez de nous dire une grossièreté, une prémisse qui est absolument fausse. Je vais me laver la langue. Non. Laissez faire votre langue, c'est votre cerveau. Ouais. On vous a vendu des salades fausses. À 32 ans, commencez à réfléchir et à définir, à déterminer ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Arrêtez de vous faire remplir comme une urne. Oui. Bye, Claude. Il y a une chose qu'elle a dit. Bonjour, Claude. Elle a dit d'entrée de jeu, je n'ai pas eu de soutien. Ça était dedans. OK? Alors, on parle de soutien. Oui, mais elle n'est pas capable de pousser sa réflexion plus loin. Qu'est-ce que ça donne? Ça fait mal. Ça donne rien. Ça fait mal pousser, c'est Information stérile, non pas stérilisante. Ça prend peut-être des années avant de prendre conscience qu'on n'a pas eu le soutien dont on avait besoin quand on était jeune. Adulte, par exemple, on peut dire, oups, dans telle circonstance, il y a quelqu'un qui aurait pu me donner un coup de main, qui aurait pu me soutenir, ne l'a pas fait, aurait été capable de le faire, ne l'a pas fait. Et ça peut aggraver des situations. Avez-vous vécu des situations semblables? 790-0224, 1-800-667-52-41, et on parle... Oui. Nous sommes en train de toucher au nerf de la guerre. La raison pour laquelle il y a une avalanche d'activants et d'antidépresseurs qui est consommée, mangée, bouffée au Québec. Nous sommes en train de toucher le cœur. C'est parce que ça monte à loin dans la vie, là. La relation parent-enfant. Ouais. Alors, il y a énormément de mauvaises relations parent-enfant qui résultent actuellement en prise d'activants, prise d'antidépresseurs, prise de drogue, prise d'alcool, abus d'alcool, gambling. Avant qu'il y ait tout ça, avant il y avait l'alcool, mais avant qu'il y ait tout ça, là, comment les adultes survivaient à des enfances tortueuses? Tu sais, quand t'avais pas des... Je sais pas. Comment il faisait avant? Alors, on va parler à Guillaume. Bonjour, Guillaume. Avant, il faisait dur, puis il vargeait ses enfants. C'est ça qu'il faisait. Bonjour, Guillaume. Bonjour, M. Maillot. Bonjour, ça va bien? Bonjour, Guillaume. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. OK. C'est la première fois que j'appelle à la radio. Je suis un petit peu nerveux. Bienvenue. On va vous baptêmer. Ça sera pas une traînerie. OK. Je vais être franc avec vous. J'ai jamais vraiment écouté la radio AM, mais depuis 3 mois, je l'écoute, puis j'adore votre émission. C'est une très bonne émission que vous faites, tous les deux. Merci, mon Guillaume. Lâchez-vous. Bon, moi, je suis maniaco-dépressif bipolaire. Oui. Je sais depuis que j'ai 16 ans. Oui. Présentement, j'ai 23 ans. Oui. Puis j'ai toujours eu un très bon soutien de ma famille puis de mes amis. OK. La première fois que je suis rentré à 16 ans, c'était à Montréal. Je ne pourrais pas vous dire le nom de l'hôpital. Oui.
Le psychiatre m'avait dit que fallait que je m'abstienne de prendre la drogue. Oui. Puis à 16 ans, quand j'ai entendu ça, ça m'a comme choqué parce que j'étais comme en pleine découverte de ce milieu-là. Fait que j'en ai profité pour consommer à peu près tout ce qu'il y avait sur le marché. Oui. Puis j'ai sombré dans l'univers de la drogue pendant 6 ans. Oui. Là, présentement, ça fait 1 an et 7 mois que j'ai arrêté. Puis je suis parti sur une lancée, puis je veux continuer comme ça parce que c'est à cause de la drogue que je faisais des psychoses, puis je tombais en dépression. Arrête donc. Bien que c'était commencé avant, aviez-vous... Quand vous êtes entré la première fois à l'hôpital, Guillaume, Oui. est-ce que vous aviez consommé pris de la drogue? Oui, j'avais pris quelque chose d'assez gros, j'avais pris du Buvard. Arrête Ah, donc. et c'est pour ça que vous dites aujourd'hui, ça m'a induit des psychoses. Ouais. C'est pour ça que vous êtes capable de dire ça. Janine, Oui. j'entends ce que tu dis. Mais je prends les propos de Guillaume, là. Oui, ah, c'est OK? ça. Alors, OK. Il dit ça, là, est-ce que ça a de l'allure? Ah, ça, on le sait pas, ma chère Janine. On le sait pas, le bon Dieu le sait, mais le diable sans doute. Parce que n'importe qui pourrait demander à Guillaume, avant de prendre de la drogue, est-ce que vous en aviez eu des affaires comme ça, des problèmes de psychose? Non. Guillaume, expliquez aux auditeurs qu'est-ce que vous voulez dire par psychose puis maniaco-dépression. Moi, une psychose, pour moi, c'est des psychoses reliées à l'apocalypse. Racontez-nous. J'avais l'impression d'être envoyé par quelqu'un d'assez extraordinaire, de tout-puissant. Oui. Je ne pouvais pas vous dire si c'était le Dieu ou le Satan, c'était tout mélangé dans ma tête. Un ou l'autre, ça n'a pas bien d'importance, ils sont puissants tous les deux. C'est ça que vous nous dites? Je faisais peur à peu près à tout le monde. J'étais à l'école, en tout cas, je voulais suivre un cours pour être vitrier. Oui. Au chantier à Laval, puis j'ai carrément mangé des pages de l'Apocalypse de la Bible à ma mère devant tout le monde pendant le dîner. On entend un peu, c'est une figure de style ou si vous avez mangé les pages? Je les ai mastiqués puis je les ai recrachés. Là. Ah, vous avez Moi, mastiqué? J'avais comme résolu le mystère de l'Apocalypse. Genre, je pensais avoir trouvé la solution, genre que dans le fond c'était juste une grosse joke, puis que, en tout cas, j'ai essayé de faire incarner le mal. Puis, Pardon, vous avez essayé quoi? D'incarner le mal, d'incarner des créatures. Oui. Biblique, qui explique comme dans la Bible, là, avec 26 yeux ou 27 yeux, les blasphèmes, pis ci pis ça. Arrêtez donc. Fait que ça m'a toujours suivi, ces affaires-là. Oui. Mais là, c'est ça, la dernière fois que j'ai tombé en psychose, j'ai 23 ans, c'est à Noël passé quand j'avais 23 ans. Oui. C'était vraiment pas facile, là. J'ai passé 55 jours à pas prendre mon lithium. Oui. Puis mon dosage de lithium, c'est de 1800 mg par jour. Oui. Donc... Avez-vous un petit quelque chose d'autre avec le lithium à prendre? Non, j'ai arrêté mon Risperdal, là, pas long. Arrête donc! Pendant 1 an, puis ils m'ont arrêté mon Risperdal. Oh, ben, pardon? Répétez ça. Ils m'ont arrêté mon Risperdal. Qui ça, il? Ben non, elle, ma psychologue. Parce que je suis suivi à l'externe. À chaque 3 mois, je vais voir ma psychologue, puis elle me demande si ça va bien, puis moi, je lui demande si on peut baisser mon Risperdal, parce que mon Risperdal, ça me rend amorphe. Attendez un peu là. Là, il faut que vous soyez bien précis. OK. Celle que vous voyez, c'est une psychologue ou une psychiatre? C'est une psychologue. Êtes-vous bien certain? Non. Parce que, regardez, la psychologue n'est pas médecin. La psychologue ne peut pas, ne doit pas et n'a pas le droit de jouer avec vos pilules. Non, c'est une psychiatre. J'ai toujours dit que c'était une psychiatre, mais l'autre jour, j'ai rencontré une femme, j'ai dit, je m'en vais voir ma psychiatre, puis elle a dit, ça se peut pas, c'est une psychologue. Bon. Mais c'est une psychiatre, si elle prescrit. Si elle prescrit, c'est ça, Pierre, c'est un médecin, puis... Bon, attendez un peu. On reprend des questions. On va reprendre la question de Janine. Sur la prescription, oui. Est-ce que c'est le nom de votre... C'est quel nom? Mentionnez-les pas, là, mais est-ce que sur la prescription, c'est le même nom que la femme qui vous reçoit? Oui. Alors, la psychologue vous prescrit ou vous a prescrit du Risperdal? Oui. Bon, c'est nécessairement une psychiatre. Oui, c'est ça, c'est une psychiatre. Alors, si elle a le droit de prescrire, si elle vous a fait une prescription d'antipsychotique, c'est impossible qu'elle soit une psychologue. Non, je me suis trompé, c'est une psychiatre, vous avez raison. Bon, psychiatre. Et là, la psychiatre, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle a diminué tranquillement mon Risperdal juste à temps que j'en prenne plus, dans le fond. Oui, et là, ça fait combien de temps que vous prenez pas de Risperdal? 3 mois. 3 mois. Puis comment ça va, là, ces temps-ci, dans votre tête? Racontez ça. Ça va bien. Je suis carrément neutre. J'ai pas de up and down. Je suis neutre, mais plus du côté positif de bonne humeur.
Oui, mais parlez-nous un peu, ces temps-ci, l'apocalypse. Ah, c'est fini. C'est fini? C'est carrément effacé de ma tête. OK. Mais elle m'a dit que si ça revient, faut pas que je commence à essayer d'y croire ou parce que c'est là que mon imagination va prendre le dessus. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit de faire si jamais les idées de l'apocalypse reviennent? D'aller tout de suite l'appeler puis de consulter parce que faut pas niaiser avec ça. Oui. Puis elle va faire quoi si ça revient, là, les idées d'apocalypse? Ben, ça se peut qu'elle m'envoie à l'hôpital là, pour que je sois interné une autre fois. Ah, ouais. Ouais. Puis entre-temps, Pierre le Bon, Guillaume, vous avez 23 ans? Oui. Fait que vous faites quoi de bon ces temps-ci, là? Ben, je travaille avec mon père. Oui, vous travaillez avec votre père? Oui. Puis qu'est-ce que vous faites comme travail, là? Je suis nettoyeur. Nettoyeur, qu'est-ce que vous nettoyez? Nettoyeur de vêtements, le linge. Ah, nettoyeur dans... Les tâches de... Nettoyeur dans une... C'est une compagnie, c'est un nettoyeur charron. Non, mentionnez-les pas, c'est pas ça qu'on veut savoir, mais parce que vous pourriez, par exemple, être nettoyeur de tapis à domicile. Non, c'est nettoyeur de vêtements, chemise, veston. OK. Aimez-vous ça? Oui, c'est très plaisant. Puis vous êtes bon? Vous êtes bon là-dedans? Oui. Excellent, mon Guillaume. Merci d'avoir appelé. On lâche pas. Non, surtout pas. Il connaît la maxime à Mayou. On lâche pas. Surtout pas. On est pitbull. Alors, support, soutien, est-ce que vous en avez eu suffisamment dans les moments difficiles ou durant l'enfance, l'adolescence, de la part de vos parents, peut-être d'amis? Sinon, quoi? Écoutez bien les petits... Oui, alors Pierre. Oui. Pierre et Daniel, parce que je pense qu'on a Daniel avec nous. Allons-y. Bonjour Daniel. On parle de support, de soutien. Vous nous appelez, ça fait résonner quelque chose pour vous, ça? Un sujet comme ça. Oui. Ah oui, moi j'ai eu du support pas mal toute ma vie par différents intervenants ou différentes personnes qui étaient autour de moi. J'ai commencé avec une enfance avec des difficultés d'apprentissage. Oui. Mes parents ont été un très grand support là-dedans. Ils m'ont toujours poussé de manière positive et tout ça. Là, je suis nerveuse. Là. Allez, continuez, faites bien ça. Alors, ça a été très positif. J'ai été jusqu'à aller dans une école spéciale à l'époque. Là, et on appelait ça spécial, puis en réalité, c'était un melting pot. Il y avait des troubles graves de comportement, de la déficience. On était mélangés avec tout ce monde-là, ceux qui avaient aussi des troubles d'apprentissage. Je pense que c'était les premières écoles qui faisaient, là... Daniel, c'est encore le cas. Quel âge avez-vous? J'ai 48 ans présentement. C'est encore le cas, ça existe à plein. Ah, ben ça, on mêle différents problèmes. Ben écoutez, c'est ça. Donc on continuez. OK. Alors, je suis venue à bout de passer à travers de ça, faire mon secondaire 5, toujours avec mes parents qui me poussaient puis qui me disaient « T'es pas plus nul qu'un autre, c'est juste que t'apprends différemment, puis t'es capable, puis t'es pas une idiote, puis bon. » Alors, eux ont été un grand support, mais ils ont été un grand support tout au long de ma vie, même encore présentement, quoique là, j'en ai beaucoup moins de besoin. J'ai rencontré à un moment donné un homme avec qui j'ai tombé follement en amour avec, un homme tout croche, comme bien d'autres femmes, puis j'entends vos émissions. Non, attendez, là, j'ai pas envie de rire, moi, là. Vous avez l'air de trouver ça drôle, vous, là. Vous avez 48 ans, je vous rappelle. Oui, follement en amour avec un homme tout croche, puis vous partez à rire. C'est quoi cette attitude-là? Elle s'est peut-être aperçue après qu'il était tout croche. Ben non? Oui. Non. J'en ai contre le rire. Ah bon? Vous nous dites qu'une tragédie... Oui. Puis c'est comme si je vous dis, ben moi, je me suis fait arracher une jambe sur le bord du chemin. Ah oui, ben... Tu sais, vous leur dites, Mario, c'est vrai que t'es fou. Oui. Vous serez la première à me dire ça. Oui, ben moi, je m'en suis sortie de tout ça, de ce pattern-là. C'est pour ça, probablement que... c'est parce que j'ai de la difficulté à comprendre qu'on puisse rire d'une tragédie. C'est pas ça de l'humour, là. Ça, c'est d'être nono. Est-ce qu'on peut rire par dépit, Pierre, tu dis ça? Non, je regrette, là. Non, expliquez-vous, Daniel, parce que votre rire, là, je le trouve indigeste. Indigeste? Bon, ouais. D'accord. Alors... comment ça se fait que follement en amour avec un tout croche, puis vous trouvez ça drôle? À l'époque, ça l'était pas parce que je voyais pas qu'il était tout croche. Comment se fait-il? Vous aviez quel âge à l'époque? Oh mon Dieu, c'est en 91. Non, laissez faire Dieu, s'il vous plaît. Oui, essayez de l'évacuer. Hein? Je suis pas pratiquante non plus. Non, à ce moment-là, choisissez vos expressions. Alors, vous aviez quel âge, follement en amour avec un tout croche?
Dans la trentaine. Oh je dirais, boy! Bon, à 91, là, j'en ai 48, alors dans la trentaine. Trentaine Dans avancée. la trentaine. Oui. En quel honneur qu'une femme dans la trentaine est follement amoureuse d'un tout croche? Expliquez-nous ça, vous. Parce que c'était un fait manipulateur. Évidemment, c'est pas de votre faute. Vous avez été Non. victime. Ben non, écoutez, à quelque part, c'est sûr que je l'ai aimé, il y avait des belles qualités pareilles, là, malgré ses grands défauts. Et j'avais été trompée aussi au niveau de... Ben, je savais que c'était un homme qui avait des problèmes avec l'alcool, mais... Au point de départ, vous saviez ça? Oui, qu'il pouvait y avoir un sérieux problème à ce niveau-là. Et par la suite, lorsque je l'ai foutu dehors, et c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas juste l'alcool, mais que j'ai été dupée aussi au niveau de la cocaïne. Il avait toujours consommé de la coke. Bon, laissons faire la cocaïne, là. Oui. Vous allez nous expliquer de quoi. Parce que ça, il faut le comprendre, Janine. Comment ça se fait qu'une femme dans la trentaine développe un sentiment amoureux pour un homme qui a un sérieux problème d'alcool? Expliquez-nous ça. Parce qu'on considère jamais l'alcool comme étant si problématique. Et il y a toujours des circonstances atténuantes, et la personne qui boit beaucoup va dire « Ah, c'est social ». On nous sert bien des excuses autour de ça, Pierre, l'alcool. J'avais un besoin de me sentir aimé. J'ai entendu ta réponse, Janine. Là. Oui. Mais moi, ce que je veux, c'est que Daniel nous réponde. Oui, absolument. Comment ça se fait qu'elle, dans son cas, se met à aimer un individu qui, d'après elle, a un sérieux problème d'alcool? Expliquez-nous ça. Pourrait avoir un sérieux problème d'alcool. Je n'étais pas certaine qu'il y en avait un. Mais je m'attendais à qu'il y avait peut-être une éventualité à ce niveau-là. Et quelle évidence aviez-vous? Je voyais que, à mon idée, à mes critères à moi, je trouvais qu'il buvait de manière régulière de la bière. Lui, c'était la bière. Et que c'est sûr qu'il dépassait les limites assez souvent, mais ça restait dans... Bon, en tout cas, moi, à quelque part, je crois que j'acceptais ce fait-là. Il n'y en avait comme pas de problème, en autant que il dépassait pas la limite de point à être le ventre à terre ou des trucs du genre, marcher tout croche ou chercher de la chicane ou des trucs comme ça. Il se tenait quand même assez convenablement. Mais je regardais ça du coin de l'œil. Puis, à quelque part, j'avais le besoin de... Il en prenait quelle quantité par semaine lorsque vous le fréquentiez? Mon Dieu. Oh non, je dirais pas mon Dieu. Mon Dieu, non, le bon Dieu accroché à l'anus. Non, mais quelle race. C'est un patois. Ah, c'est un patois, oui. Mais moi, les patois que j'ai, par exemple, je fais caricature du Journal de Montréal à matin. Alors, moi, j'ai pas le droit d'avoir les patois, puis tout le monde arrive avec ses niaiseries. Mais moi, j'ai pas le droit aux miens. Allez, continuez. Je dirais la quantité, peut-être une douzaine par semaine au début. Mais lorsqu'on a vécu ensemble, ça a été, ça l'augmentait tranquillement. Je le voyais bien. Là, tant que c'était dans une quantité raisonnable. Il a augmenté lors de la vie commune. Ça me dérangeait pas, moi. Lors de la vie commune, il était rendu à combien? Bon, il pouvait peut-être aller par période une caisse. Par d'autres périodes, ça redevenait à 12. Une caisse? Une caisse de bière, une caisse de 24. Ah bon, 24 par semaine? Oui. Oh. Et d'autres tantôt, ça pouvait descendre à 12. Ouais. Mais du moment que que j'étais enceinte, et c'est là que la consommation a augmenté. Et j'ai compris par la suite, parce que ça m'a pris longtemps avant de comprendre ce qui s'était passé. Oui. Et là-dessus, je vous crois. Et j'ai compris par la suite qu'il a essayé de me gagner pendant toutes ces années-là, parce que je suis une femme qui pouvait être assez indépendante, et je devais y procurer sûrement la sécurité, un toit, parce que j'ai une maison. À cette époque-là, j'avais déjà ma maison.
Alors, je devais lui procurer une certaine sécurité. Ce que j'ai compris de toute cette histoire-là. Ça vous a pris combien d'années avant de comprendre ça? Ben, c'est lorsque j'ai tombé enceinte. Ça vous a pris combien d'années? Ça vous a pris combien d'années pour comprendre ça? Oh mon Dieu. Non, je dirais pas ça. Ça vous a pris combien d'années pour comprendre ça? 6 ans, peut-être? On peut pas dire que la réflexion vous a habité trop vite, n'est-ce pas? Bye. Bon, alors on va reprendre, c'est le début de l'émission, Pierre. Puis on a allumé tous les deux sur un sujet qui est une étude, une recherche qui a été menée par une psychologue qui, elle est chercheuse, chercheur à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Puis elle travaille probablement à l'Université de Montréal aussi, là, aux deux endroits. Et ils ont fait auprès de 2400 enfants du Québec de 6 à 14 ans une enquête. Et elle note un petit bout de phrase ici. Oui. Mon Dieu, je le cherche. Je le trouve plus. Perdu. Les enfants dont les parents, c'est pas ça du tout. J'ai perdu ma mère. C'est pas grave, Janine, c'est pas grave. On va le retrouver. Moi, attendez un petit peu. Oh non, le résultat, j'ai complètement perdu. Ce qui est important de répéter, de péter et de répéter, et de péter à nouveau pour mieux répéter, c'est que le lien parent-enfant, il est vraiment important. Il n'est pas facultatif. Puis s'il vous plaît, ceux qui voulaient, qui prétendaient, qui aspiraient à être des parents raisonnables, n'allez jamais domper les bébés d'un garderie de Pauline. Si vous voulez pas élever le gamin, pas de problème. Trouvez une femme maternante en quelque part, puis domper le bébé chez elle. Chez une femme maternante. Parce que je l'ai trouvé, là, Pierre. La même, une femme, ça prend une paire de seins, et même si elle n'allait pas. C'est comme ça. Mais des bras aussi. Les bras, la chaleur corporelle. Une femme maternante, c'est-à-dire avec des bras accueillants. Oui, j'ai retrouvé ma phrase. Oui. Il s'avère que les enfants dont les parents sont moins enclins à poser des gestes, tendre les bras, visant à leur démontrer leur soutien, sont plus à risque de développer une dépression. Non. Il s'avère. Maudit Mailloux, encore confirmé, c'est plate. Bon. Hey, là, tous ceux qui me traitent de n'importe quoi, avez-vous entendu ce que Janine vient de dire? Encore une fois, dans une déclaration fracassante, Mailloux est confirmé par les études scientifiques. Ça, là, Janine, c'est chiant pour mes ennemis. Je comprends. Pierre. Oui. Ça n'existe pas. Quoi? Des ennemis. Impossible. Hein? Aïe. Bon. Veux-tu que je t'en présente? Non, c'est correct. Pierre, bon, donc les capacités mais soyez sans crainte, chers ennemis, je vous aime. Je suis comme le Christ. Laissez venir à moi les petits Pierre, méchants. Hey, entre vous et moi, arrêtez de tendre la joue droite, là. Ou la joue gauche. Arrêtez, je vous en prie. Je reçois des coups, puis j'ai juste envie de sourire. Je me sens zen et religieux. Est-ce que ça ferait pas partie d'un problème? C'est ce qu'on prétend. Je vous en prie. Bon, alors, on va revenir aux qualités parentales, n'est-ce pas? Quand on a l'intention d'avoir un enfant, on doit se questionner si on est un homme et si on est une femme de la même manière, parce qu'on aura des enfants dans notre entourage si nous engendrons ou si nous semons des enfants. Pas de la même manière. S'évaluer. Pas de la même manière, pas du tout. Non, mais l'enfant, il y a quand même un résultat, là. Il va avoir un être humain, d'une relation sexuelle, il risque d'y avoir un être humain. Comment évaluer? Pierre, puis être honnête avant de concevoir. Bon. OK. Hein? Question. Oui. Question pour la femme qui veut se reproduire. Est-ce que ça me tente de m'occuper d'un gamin? Question pour l'homme qui veut se reproduire. Est-ce que ça me tente de m'occuper de la mère d'un gamin? Bon. Alors, c'est deux départs de réflexion. Puis, j'ai beaucoup aimé, Pierre. C'est vendredi dernier, ça, qu'un auditeur nous a rejoint puis disait, le plus beau cadeau qu'un père peut se faire à ses enfants, c'est d'aimer leur mère. Celle-là, là. Oui, mais Janine. Celle-là, là, Pierre. Elle est lourde. Tu l'as aimée. Oui, je l'ai aimée. Tu l'as aimée, hein. Mais si la mère est pas aimable, on fait quoi? Tu fais pas d'enfant. Non, mais tu fais pas d'enfant. Si la mère est pas aimable, tu peux pas l'aimer. 1-0. Non, mais, bon. 1-0. Comment évaluer? Je sais me rendre, Janine.
Puis je sais me rendre. J'ai pas le goût de faire du chaos. J'aimerais qu'on avance. Non, mais... J'aimerais qu'on avance. Chapeau. Mais quand on n'est pas capable d'évaluer, quand on n'est pas capable d'évaluer notre capacité d'aimer ou d'affectionner, Pierre, on est mal barré. Si tu n'as jamais aimé personne de ta vie, est-ce que tu vas être capable d'aimer un conjoint, une conjointe au point de départ? Oui, tu pourrais si tu étais capable d'aimer un animal, d'affectionner un animal. OK. Donc, il y a quelque chose de tendre en toi. Oui. Alors, si vous avez déjà été capable, vous n'avez jamais eu de lien affectueux avec un être humain, mais que vous l'avez eu avec un animal, ben... Vous pourriez... C'est aussi bon. Hey, peut-être que je suis dans le champ. Là. Je le dis avec beaucoup de réserve, là, d'humilité, parce que je sais pas trop ce que je dis. Là. Je ne sais pas si ça a de l'allure. Mais c'est évalué. Est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, des auditeurs, des auditrices, qui se sont posé la question avant de faire des enfants, et qui disent, oui, j'ai fait des enfants parce que je me suis posé la question avant. Je voyais que j'aurais probablement la capacité. Je voyais que j'aurais la patience. J'étais une personne patiente. J'étais une personne... Est-ce qu'il y en a qui auraient fait... Non, c'est simplement... Non, c'est trop. Tu vas trop loin, Janine, ça ne marchera pas, là, ton exercice, je pense. C'est simplement... Écoute, avez-vous le goût de vous en occuper? Si vous êtes pour aller le domper dans la garderie à 9 mois, là, s'il vous plaît, continuez vos anovulants. Faites pas ça. C'est pas fin. Mais tu continues tes anovulants parce que tu es arrivé à la réponse, peut-être, que ça te convenait pas dans un contexte Puis comme homme, actuel. là, si ça vous tente pas de vous occuper de la bonne femme, là, ben, tu sais, faites pas. Suggérez à votre conjointe, mettez des condoms ou suggérez à la conjointe de prendre ses pilules. Hein? Alors, on parle de soutien. En fait, on devrait dire, la psychologue, quand elle fait sa recherche puis tout ça, elle aurait pu aussi parler d'affection. Avez-vous reçu de l'affection? Alors, on parle de soutien parce que ce sont des gestes très quantifiables. C'est quelqu'un qui pose un geste, un parent qui pose un geste. L'affection, ça ne l'est pas. Tu peux pas baser une étude sur, l'affection. Alors, les gestes ne suivaient pas. Les gestes n'ont pas semblé suivre. En tout cas, s'il y a eu absence de gestes de soutien et de support, il y a eu des pressions. 790-0224. Soutien, support, en avez-vous eu au moment où vous en aviez besoin? On va tout de suite parler à Marilyn. Bonjour, Marilyn. Oui, bonjour. Bonjour, Marilyn. Oui, bonjour. Premièrement, je voudrais vous dire, je suis vraiment nerveuse de vous parler, là. Ça fait vraiment longtemps que je veux vous appeler, mais c'est comme jamais le gosse, fait que là, je me suis dit, il sera plus là à partir du 30 mars, il faut que j'y parle. OK. Allons-y. En fait, moi, le sujet d'aujourd'hui, ça m'interpelle parce que je me pose souvent beaucoup de questions par rapport à mes parents. C'est effectivement parce que vous parlez toujours que la cause des problèmes, ça revient souvent aux parents. Pas tout le temps, mais ça peut. Souvent, c'est ça. Souvent, on a mal à nos racines. Exactement, bien dit Janine, parce que la footing d'une maison, c'est important. Si la footing a été faite trop mince, mal faite ou pas faite, on va avoir un maudit problème. Tout le salage va craquer. C'est justement, moi, par rapport à ça, j'ai l'impression que, depuis que je suis jeune, d'après moi, j'ai une bonne éducation. Surtout de la part de mon père. S'il n'avait pas été là, vraiment, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui, là. Mais, c'est ça. T'es petit, j'ai évolué avec mes parents. Mais, je dirais, à l'âge où est-ce que j'ai commencé, puis ça a été la même chose avec mes frères, à l'âge où on a commencé à s'affirmer, puis je vais parler pour moi, où je commence à m'affirmer, à avoir des idées, à poser des questions, à être intelligente, j'ai l'impression que, j'avais comme deux supports, mes deux parents, j'ai l'impression que le support de ma mère, lui, a tombé. Parce que ma mère, j'ai l'impression, j'ai pas juste l'impression, c'est une enfant. Tu sais, en fait, elle avait de la misère je crois, à mettons, réfléchir quand je posais une question intelligente ou si, mettons, elle avait des problèmes avec nous, c'était souvent, mettons, je vais dire à ton père ou, tu sais, elle avait de la misère à être une adulte avec nous, carrément. Ouais. Puis, aujourd'hui... Est-ce que votre mère était une personne croyante? Gardons, oui. Pardon? Ouais. J'ai dit oui. Racontez. Elle croyait pas en ses enfants, par exemple? Non. Peut-être pas. Non, vous allez... Ouais. Non. Est-ce que votre mère était une personne croyante et quelles étaient ses croyances? En fait, après, tu sais, elle allait pas à l'église très souvent, mais elle y travaillait des fois bénévolement. Puis, elle parlait souvent
c'est pas souvent, là, mais elle était très sensible à Dieu, puis Dieu m'a donné des enfants, mettons, tu sais. Ben oui, c'est Dieu qui lui a donné les enfants. Est-ce que c'est Dieu qui l'a copulé? non, je sais. Non, mais c'est quoi ces niaiseries-là? On est rendu en 2007. Il me semble que l'intelligence n'est pas née d'aujourd'hui. Dieu m'a donné des enfants. C'est-tu innocent? Ah, Lily, en tout cas, la vie, puis ce que Dieu a créé, puis tout bon. Mais tu sais, on n'en parlait pas souvent vraiment de ça. Là. Est-ce que c'est Dieu qui a créé les boulevards, les autoroutes, puis a fait l'asphalte, puis tout ça? Mais Il y a des hommes au Québec qui ont travaillé en pas pour rire. Hein? Il y a des médecins qui travaillent extrêmement fort. Puis quand ça va bien, ben c'est Dieu qui m'a sauvé. C'est quoi ces niaiseries-là? Ouais, c'est bien ça. Hein? Le jugement chez l'être humain, ça sert à quoi? Votre mère, c'était né dans quel coin, ça? Ça sortait d'où? Montréal. Ça sortait de Montréal. Ouais. Continuez. Ben en fait, c'est ça, là. Puis bon, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai beaucoup de difficultés à... En fait, je recherche toujours le soutien de quelqu'un. Vous êtes-vous adressé à Dieu? Pardon? Vous êtes-vous adressé à Dieu? Je m'excuse. J'ai dit mon Dieu, c'est ça? Non, j'ai dit, vous êtes-vous adressé à Dieu pour obtenir du soutien? Non, pas du tout. Ah non? Non, moi je... Ben voyons, Dieu, c'est le soutien avec un S majuscule? Honnêtement, là, je pense que j'ai côté psychologique, ça n'a rien à voir avec ma mère, là. Bon, moi, je parle, là. Oui. Tu sais que... Bon, c'est pour ça que je disais tantôt qu'il y a une chance que j'ai eu un père, là, tu sais, parce que sinon, ailleurs, je sais pas ce qui serait devenu du tout, là. Mais c'est ça, puis c'est ça. Je crois que c'est un peu la raison pourquoi aujourd'hui, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir comme toujours besoin de soutien, comme je vous disais tantôt. J'ai vu comme des professionnels de la santé, des psychologues à l'école, des psychologues, de profession, là, en clinique et tout, privé. Sinon, qu'est-ce qui arrive? J'angoisse. J'ai toujours 1 million de questions dans ma tête qui se passent. J'ai de la misère à fonctionner comme toute seule. J'ai de la misère à me faire confiance, à avancer dans la vie. À un moment donné, j'ai une super bonne idée. Je peux être partie, une idée. Tu sais, j'ai comme un projet, je suis bien dans ma tête, tout va bien. Ça peut aller 6 mois, ça va très bien. Puis à un moment donné, oups, ça plante, là, j'ai tendance à tout remettre en question, mais vraiment souvent, là. Oui. Quel âge avez-vous? J'ai 20 ans. Non, en fait, j'ai eu 21 hier. Toute jeune 21. Bonne fête. Hein? Ouais. Merci. Ouais. Marilyn, 21. C'est un honneur que ce soit vous qui me disiez bonne fête. Pardon? C'est un honneur de me faire dire bonne fête par vous, M. Maillot. Vous me voyez flatté? Oh oui, parce que vraiment, là... Là, j'ai perdu le fil, là. Vos flatteries m'ont distrait. Elle disait que... Vous savez, j'ai encore une certaine sensibilité à certaines choses. Le monstre que je suis laisse filtrer. Oh non, vous n'êtes pas un monstre, aïe aïe. Vous m'aidez tellement dans ma vie, là. Aïe aïe. Mais pour continuer, avez-vous... Attendez un peu, j'ai perdu misère le fil. à fonctionner toute seule, elle nous disait ça, Marilyn. Ah! Elle dit, elle recourt à des Marilyn, psychologues. la relation actuelle avec la mère. Mauvaise. Racontez. En fait, je vous dirais que c'est moi. Tu sais, je suis comme la plus mature des deux, là. C'est moi que... c'est moi qui mène. C'est moi qui mène la bonne femme. Qui amène pas dans le sens méchant, par exemple, là. Non, on a très bien compris. Okay. C'est vous qui êtes la mère, les rôles sont inversés. Oui. Voilà. Sa mère et son enfant, elle l'a mentionné. Ben oui. Oui. C'est lourd, là. Aïe, aïe. Elle est pesante? Ah, ouais. Quand est-ce qu'on la dompe? Comment? Quand est-ce qu'on la dompe? Domper. Vous savez, les trocs, là, il y a une dompeuse. Je le sais. C'est le voyage est plein, là, puis à un moment donné, il lève la dompeuse. Je le sais, mais... La charge clomadaire. Je pense vraiment beaucoup ces temps-ci. On dirait que je manque d'air chez nous. Vous vivez encore chez elle? Certains. Oui, okay, chez mes vous êtes parents, encore moi. là. Oui. Oh là là. Aucun problème là. Aucun problème, Marilyn, à vivre là. Quand est-ce qu'on la dompe? Restez chez nous puis la domper. C'est ça que vous êtes en train de dire? Yes. Aïe, aïe. Psychologiquement, quoi, m'en défaire, mais... Parce que je vous suggérerais de la domper avant de quitter la maison. Ouais. C'est une astuce que j'ai développée avec les années. Ça va mieux de grandir avant de quitter que de quitter sans grandir. Oui.
Mais comment faire ça, tu Mais sais? t'as une coupure émotionnelle à faire. Non, Alors, expliquez-vous, il n'y a Pierre. pas de coupure. Expliquez-vous. Arrêtez de couper, vous êtes agressive. Oh, bon. Vous êtes agressive. Coupez des cordons, coupez des... Coupez... Vous êtes toujours en train de couper quelque chose, vous autres. Coupez les testicules. Mais arrêtez de couper. Vous avez parlé de domper, Pierre, ça fait mal aussi, là, domper. Ben non, tu tombes, là, tu domper largues. puis couper, c'est bien différent. Bon. Alors, elle va s'y prendre comment, Marilyn? On lève Au le dompeur quotidien. tranquillement. Ben, Faut pas baisser le truc, ça écrase, hein? donnez-moi des exemples concrets. Non. Ah, je le sais. Oui, vous m'avez tendu un petit piège. Ben non, je vous donnerai pas d'exemple concret. Bon, mais je peux vous poser une question de base. Allez, je vais. Ça serait-tu plus dans le sens de... Bon, tu sais, souvent, j'hésite à dire ce que je pense parce que je le sais que, anyway, ça va être la crise. Et Marilyn, jouissif. Sur le bon chemin? Yes! La bonne femme, on dit ce qu'on pense. Ça y rentre dedans, c'est ton problème, la vieille. Mais l'affaire là-dedans, c'est que moi, là, ça me rend tellement émotive, ça me fait comme... Tu sais, je trouve que naturellement, elle fait pitié tout le temps, là. Ah, écoutez, Pas capable de Marilyn, dire ça. C'est son enfant, Pierre. Marilyn, Vous vous êtes entendu là-dessus tantôt. Marilyn, Quoi? vous ne l'avez pas accouché. Je sais. Non. Non, vous le savez pas. OK. Vous ne l'avez pas accouché. Elle vous a laissé croire que vous l'aviez accouché. Elle vous a dupé. Ouais, ça se peut. Hein? Mhm. Elle est rusée, la bonne femme. Mhm. Elle est pas mal moins là qu'humaine qu'elle en a l'air. Mhm. Aviez-vous remarqué? Ah ouais, certainement. Hein? Elle s'est fait materner par Marilyn. Hein? Ah ouais, mais c'est clair, là. Hey, Marilyn, Ouais. astuce ennemie. Et moi, j'aime bien affronter la ruse par l'astuce. Votre mère est rusée si vous deveniez astucieuse. Comme la prendre à son jeu. Yes. Dire ce que je pense. Aïe, aïe, mais ça, là, c'est parce que... Es-tu capable de dealer avec ça, Ben Marilyn? voyons, c'est bien sûr qu'elle est capable de venir. Oui, Voyons. la réaction qui va venir après. On s'en Une maudit. couple de fois, puis elle va Voyons. s'insensibiliser. Voyons, on s'en maudit-tu? Il va falloir que je parle à la maison vite parce que je serai plus capable de vivre là bientôt, là. tu sais. Ah, pas sûr de ça. Non? À votre guise. C'est vous, alors, les Est-ce que- Anglais disent « feel your way in ». Tâtez votre terrain. Tu sais, c'est un peu comme marcher dans un marais. Il y a de l'eau par-dessus le chemin, mais vous tâtez avec le pied. Quand c'est solide, vous avancez d'un pas. Faites un autre petit bout, on tâte. Oups, c'est solide là, on avance un autre pas. Mhm. Et, première chose qu'on sait, on est rendu de l'autre côté des marécages. Bon. Peut-être, Pierre, mais Marilyn, est-ce que si elle commence dans cette voie-là, elle devrait vérifier qu'elle a une place pour aller vivre? Non. Non, prévoir le coup suivant en marchant dans le marécage, en voyant où est-ce qu'elle peut aller. Vous êtes nerveuse. Ben, c'est clair. Oui, vous l'avez dit, Marilyn, puis Janine aussi, vous êtes nerveuse. Ouais. Non. On a les petits nerfs à Oui, vif. vous avez les petits nerfs trop vifs. Calmez-vous, les petits nerfs. OK. Non, mais sérieusement, pour Oui, je suis sérieux. avancer, tu sais, avec confiance. Un est-ce qu'elle pas à la fois. elle va voir comment Puis sa mère tu tâtes. réagit? Ben oui. Mais Et elle va voir comment elle-même réagit, parce que c'est ça qui est le plus important. Bon, là, par exemple, j'aime ça. comment? Avez-vous compris, Marilyn, comment vous réagissez si vous poussez votre mère, Non, ben, Ouais. Marilyn. comment elle, Marilyn. et Lâchez-moi se un petit fortifier là-dedans? peu. Marilyn, Oui. lâchez-moi un petit peu. OK. Mais est-ce que vous êtes capable de me dire si ça a rapport avec, tu sais, le fait que j'ai de la misère à avancer, tu sais, sans aller voir, tu sais, comme là, OK, c'est beau, je vous parle, je vous appelle, là, mais j'aurais besoin, tu sais, comme je pense, d'aller voir, d'aller consulter pour m'aider à avancer, parce que... Il y a un risque. Il y a un risque que vous soyez induit en erreur, puis il y a une chance que vous soyez bien coaché. Ben, c'est ça. Tandis qu'il y a moins de risques si elle voit elle-même ses réactions puis celles de sa Je sais mère. pas, c'est pas ça que je dis. Non. Je vais même pas jusque-là. OK. C'est qu'il y a un risque. La plupart des intervenants vont probablement vous conseiller rapidement de quitter la maison. Ouais. Et moi, on a exploré, je vous ai peut-être conseillé l'inverse. Bon, Pierre, voulez-vous qu'on continue? Ben, je comprends. Tant qu'à y être. Ben, je suis Marilyn est Marilyn? d'accord. OK? Bienvenue à bord.
OK, alors on parlait de soutien aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu le soutien dont vous aviez besoin quand vous étiez petit pout? Après, est-ce que vous avez eu des gens sur votre chemin quand vous avez planté qui étaient là pour vous aider? 790-0244-1800-667-5241. On parlait avec Marilyn. Et puis là, le cas de Marilyn. Oui. Bon, des problèmes avec la mère, des problèmes avec les parents. Une jeune femme de 20 ans, 21 ans qui n'a pas d'appartement. OK, on va aller jusqu'où, là, avec ça? C'est là qu'on en était. Oui. Oui. Y a-tu d'autres stratégies? Non. Bon. Écoute, il y en a des milliers de stratégies. Mais la mère est rusée et a possiblement convaincu Marilyn de l'inversion des rôles, que c'était elle l'enfant et que c'était Marilyn la mère. Depuis quel âge, Marilyn, avez-vous l'impression de materner votre mère? Aïe, sérieusement, là, du plus loin que je peux me souvenir, là, je vous dirais, ça fait quasiment depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Puis ça, je m'en souviens parce que j'ai des flashs qu'admettons, ma mère, elle me tapait une crise pour rien, puis que je comprenais pas, puis que mon père, il me disait, laisse-la faire, tu vas voir, laisse faire, fais semblant de rien, je sais que ça te fâche, mais lui, il m'expliquait, en fait, il me l'expliquait très jeune, mon père, que ma mère, c'était une enfant, puis que, bon, que j'étais mieux d'être plus mature qu'elle. Fait que ça fait au moins depuis l'âge de 7 ans que je sens que moi, je suis plus mature que ma mère dans la maison, puis que c'est quasiment moi la femme dans la maison. Est-ce qu'il est possible que votre père vous ait considéré comme tel? Certainement. Expliquez. Ben, je le ressens, mettons, quand on parle, moi puis mon père, on a des discussions ensemble, on a des bonnes discussions, des bons sujets de conversation, puis je le ressens qu'il est fier, tu sais, de pouvoir parler à une femme adulte. Puis des fois, on avait des discussions autour de la table, toute la famille ensemble, puis, tu sais, c'est évident que ma mère est pas capable de s'exprimer avec nous, puis que si on dit notre opinion, ben, elle se fâche, ou, tu sais, fait qu'on se parle entre nous. Quel effet, comment, à partir de quel âge vous avez eu l'impression que votre père vous traitait comme la femme de la maison? Ben, je pense que je l'ai toujours senti, mais que je l'ai vraiment réalisé, là. Je dirais que ça fait peut-être 4 ans, là. Okay. 3-4 ans. Que j'ai vraiment réalisé. J'ai mis des mots dessus. À partir de quel âge vous avez ressenti, sans mettre de mots dessus, vous avez eu l'impression d'être la femme de la maison? 7 ans. Ressenti. À peu près, là, 7 ans. Et c'est quoi comme sensation d'être la femme de maison à 7 ans? Ben, OK, je vais y aller dans le cru du sujet, là. Mais, je sais pas, par rapport à mon père, ça vient comme, j'ai-tu raison si je vous dis qu'on dirait que ça vient comme comme un couple, je sais pas. Marilyn, vous n'avez pas me demandé la permission Okay. d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Ben, Je ne sais pas ce que vous pensez. Ça m'intéresse simplement de l'entendre. Ben, c'est ça. Comme un couple. Expliquez-vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, c'est bizarre, là. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? de dire ça, là, tu sais, par rapport à mon père, là, tu sais, ben... Attendez un peu, expliquez-vous. C'est bizarre de dire ça par rapport à... Expliquez-vous. OK, ben... J'ai de la misère à mettre un mot dessus, excusez-moi, là. Non, vous vous excusez de quoi? Ben, c'est parce que je me sens pressée, comme s'il fallait que je me dépêche, là. Fait que je sais pas quoi répondre. Êtes-vous pressée? Êtes-vous pressée pour vrai? Ou... Non. Okay. Elle se sent pressée comme un citron. Non. Hein? Est-ce qu'il est possible que votre inconscient se sente pressé comme un gros citron? Oui. Est-il possible que nous soyons ensemble à essayer de presser votre inconscient? Ah, c'est possible. Oh, oui. Avez-vous déjà pensé à ça? Pensez à quoi? Ce qu'on est en train de parler? De presser le citron? Non. Ce que vous nous dites, le couple, puis le père, le couple, bizarre. Ouais. Vous avez déjà pensé à ça? Oui. Racontez. Quand est-ce? Parce qu'il y a des imbéciles qui écoutent, là, puis qui vont prétendre que je vous ai mis des mots en bouche. Ah, c'est pour ça.
Racontez-nous quand est-ce que vous avez pensé, puis à quoi vous avez pensé. Ben, OK, je vais vous dire d'autres choses. J'ai l'impression, des fois, quand mon père... Ben, j'ai toujours eu comme une relation vraiment près avec mon père, étant donné que j'en avais pas avec... c'est pas étant donné que j'en avais pas avec ma mère, là, mais carrément que mon père était un homme bien, je crois, là. Puis, depuis un bout de temps, quand je suis à côté... Tu sais, mon père, ça a toujours été la relation avec lui... pas de problème, tu sais, si je voulais me jeter dans ses bras, ou j'ai toujours tout confié à lui, même que c'est une grosse erreur. À un moment donné, à l'adolescence, j'avais un problème à cause de mes menstruations. Ben, c'est à lui que j'en parlais, à cause que c'était lui qui me réconfortait. Tu sais, des petites tapes ses fesses, des fois, ça arrivait, que c'est lui qui m'en donnait. Puis là, je vous dirais que ça fait un bout de temps, ça y est, je mijote ça parce que en fait, j'écoute votre émission. Puis, quand je suis près de lui, des fois, si on est trop près, ça m'énerve, je le ressens dans mes organes génitaux. Je me sens comme frustrée, là. Je sais qu'on s'éloigne de la femme de la maison. Non, Marilyn. On est... Oui, hein, non, même Janine, non. Non, moi, Janine. Non. Non, on s'éloigne Janine n'est pas pas d'accord, là. Non. On s'éloigne pas, on se rapproche. Bon, mais je pense... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça m'énerve dans mes organes génitaux. Je suis frustrée. Je me sens frustrée, là. C'est comme si j'avais toujours été la petite fille à papa, puis là, je grandis, puis je continue d'être la petite fille à papa parce qu'il n'y a pas de maman, puis personne me dit que je devrais arrêter, mettons, telle chose avec mon père, ou tu sais, comme des becs à la bouche quand j'étais petite. Puis là, aujourd'hui, je repense à ça, puis tu sais, quand vous parlez des jeunes filles, vous avez déjà parlé des jeunes filles, que c'est pas super intelligent de prendre sa douche avec sa jeune fille parce qu'elle est à hauteur du pénis de son père, là. Ben, à un moment donné, je parlais avec mon plus grand frère, puis là, je disais, bon, on parle toujours de vos émissions ensemble, puis j'y parlais que moi, ça me gênait, en fait, depuis que vous aviez raconté ça, que je suis gênée d'avoir pris la douche avec mon père, puis il me regarde, mon grand frère, puis il me dit, ben, en fait, il dit, c'est parce que tu te souviens de quoi il avait l'air son pénis? Je dis, exactement. Puis il dit, ouais. Il dit, je sais, dis-moi avec, ça m'écoeure qu'on a pris notre douche avec, genre. Bon, et jusqu'à quel âge? Ben, mon père, des fois, il me dit toujours que il avait hâte que j'arrête. Moi, je me dis, il me semble que c'est lui qui aurait dû mettre un stop à ça avant longtemps, là. Mais jusqu'à quel âge, je sais pas. Je dirais à peu près 4e année, ça me donne 10 ans à peu près. Ouais. Il a le culot d'y mettre dans la cour la à lâcheté elle. de vous dire, je n'en reviens pas. Ouais. J'avais hâte que t'arrêtes. Ouais. Il vous dit ça? Ouais. Comment tu prends ça? Il met ça dans sa cour à elle, alors que c'était lui l'adulte. Puis ça, je sais carrément, là, puis pour ça, je le trouve con, là, tu sais, j'en veux pour ça, là, tu sais, je me dis, aïe, aïe. Puis tu sais, comme des petites remarques, des fois, qui me passaient quand j'étais jeune, là. Tu sais, par exemple, tu sais, on parlait de quand j'allais être plus vieille, je sais pas, puis là, il me disait, ah oui, tu sais, imagine, quand tu vas être plus vieille, là, tu sais, un beau short blanc avec une belle petite camisole noire, genre. Mais tu sais, moi, là, j'ai l'impression qu'il faisait ça, je sais pas, peut-être pour monter l'estime de moi, mais je sais pas, là, c'est fucké, là. Vous sentiez d'autres choses derrière ça? Ça me gêne. Non, pas quand j'étais petite. Qu'est-ce que vous allez dire, ça me gêne? Ben, ça me gêne, crime. Tu sais, c'est mon père, puis c'est carrément gênant, là, que, tu sais, de dire ça de son père, puis là, ben, c'est rare que j'en parle, là. Puis, tu sais, j'en parle avec vous, puis je me rends compte que, oh oui, il y a vraiment un problème, là. Tu sais, puis que c'est peut-être pour ça, des fois, tu sais, en tout cas. C'est rare que j'en parle. En avez-vous, de tout ce que vous venez de raconter, avez-vous déjà parlé de ça à quelqu'un, à part ce que vous avez dit concernant la douche avec votre frère? Ouais, ben, j'en ai glissé, c'est sûr qu'avec mon frère, tu sais, j'en ai glissé des mots. Que vous sentiez, par exemple, une réaction au niveau de vos organes génitaux lorsque vous êtes assis près de votre père? Absolument jamais. Ça, là, par exemple, c'est la première fois que je le dis. Et ça, c'est récent, là, Marilyn, ce que vous nous racontez. Ouais. C'est quelque chose, ouais. Depuis peut-être 3 ans, tu sais, depuis que j'ai vraiment réalisé qu'il y avait des choses malsaines, là, qui s'étaient passées, là. Ça fait combien d'années que lorsque vous êtes assis près de votre père, vous avez une certaine réaction au niveau de la vulve, au niveau des organes génitaux? 1 an, peut-être. 1 an.
Mais je trouve ça dégueulasse, là, ça m'énerve, là. C'est pas du plaisir que j'ai là. On garde Marilyn. Si vous permettez, on a très peu d'appels aujourd'hui. C'est très lent, là. Je vais redonner les numéros de téléphone. Je pense que c'est une chose qui n'a jamais été dite, Pierre. C'est une chose qui n'a jamais été dite et il y a beaucoup de pères qui disent « je vais plus loin » ou « je suis allé plus loin dans les approches sexuelles sur ma fille parce que je sentais qu'il y avait quelque chose. » Okay? Et Marilyn, elle le dit spontanément. Peut-être qu'on peut avancer puis que ça peut répondre à des questions de d'autres femmes qui s'interrogent sur des réactions physiologiques face à leur père. Ouais. Si vous permettez, Marilyn, est-ce qu'on peut continuer avec vous? Avec plaisir. OK. Bon, alors on parlait de soutien et de support. Quand ça manque dans la petite enfance, ça peut générer chez des enfants et des adolescents une forme de dépression. Et là, on parle avec Marilyn. Ça fait un petit bout de temps, puis on fait quasiment comme... En tout cas, c'est une introspection, là, Pierre. Et Marilyn nous dit, on est sous le coup de l'anonymat ici, elle nous dit, mon père, il s'est passé que j'ai pris... Bon, on prenait notre douche ensemble, toutes sortes d'affaires qui remontent, et elle a 21 ans, elle vient d'avoir 21 ans, puis elle nous dit, j'ai des réactions sexuelle, c'est pas ça que c'est ça, là, face à votre père aujourd'hui. C'était pas clair, vous venez d'ouvrir cette boîte-là. C'est ça, Marilyn? Oui, c'est ça. Vous savez, question de mots. Vous aviez mentionné que vous aviez une réaction au niveau des organes génitaux. Une réaction comme de frustration. Là, Janine a utilisé l'épithète une réaction sexuelle. Bon, entre guillemets, correct? Oui, c'est pas entre guillemets Janine, parce que je suis allée au ralenti, vous avez senti, là? Non, Janine, j'ai pas repris les mots de Marilyn. Oui, c'est pas un reproche, là. Précisez cet aspect-là. Vous avez mentionné, parce que là, il y a personne qui a compris, là. Et c'est important, si vous êtes capable, évidemment, puis si ça vous tente d'aller plus loin. Vous n'êtes pas obligé, là. Parce que vous avez été extrêmement généreuse, là. Je veux pas abuser, mais j'aimerais comprendre cette partie-là. Là, vous nous avez dit que lorsque vous vous asseyez depuis un an près de votre père, vous avez une réaction au niveau des organes génitaux. Puis je vous ai demandé une première question tantôt, puis je vous ai dit ça fait comme frustré. Oui, ben c'est comme... Expliquez-nous qu'est-ce que vous ressentez exactement, parce que c'est pas clair. C'est vrai qu'elle a dit frustration. Ouais, c'est vrai, Pierre. Oui, je l'ai noté. Oui. C'est comme, en fait, comme si j'étais engourdie. Mais tu sais, j'ai l'impression que c'est plus psychologique. Dans le sens que je vois mon père, puis des fois, pas que je le vois, mais si je suis à côté de lui, puis que je sens qu'il est trop près de ma bulle, je me tasse, puis quand je reste dans sa bulle, c'est là que je sais pas, mon psychologique fait de suite on dirait que dans la tête, je me dis, mon maudit, ou ben arrête de t'approcher, ou tu sais, on dirait que c'est un peu ça, à ça que je pense, puis ça se génère dans mes organes génitaux. Tu sais, c'est comme... C'est ça, continuez, vous dites, ça se génère dans mes organes génitaux. Ça se génère? Ben, c'est là que je le ressens, c'est là que je sens la frustration. Mais ça se génère, quand vous dites ça se génère, quelle est la sensation que ça donne dans les organes génitaux? C'est ça que j'aimerais comprendre. Ben, comme je disais au début, c'est comme un peu, comme un petit engourdissement, comme, tu sais, ça picote pas, mais je dirais que c'est comme... C'est dur à décrire, honnêtement, là. Je sais pas, moi, je n'ai pas de vulve, vous savez, c'est pour ça que... Ben, c'est ça, mais ça ressemble à des engourdissements. Des engourdissements? Eh bien. Tu sais, comme des fois, quand, je sais pas, des fois, même quand j'ai de la colère en dedans de moi, puis il y a quelque chose qui marche vraiment pas, des fois, je peux le ressentir là. C'est comme si j'avais envie, comme de tout comment dire, me contracter. Au niveau des... Oui. Est-ce que c'est une contraction externe, interne dans le vagin? Qu'est-ce que... savez-vous si vous ne savez pas? Gênez-vous pas. Si vous ne savez pas, vous ne le savez pas, là. Ben, c'est parce moi... que moi, j'en ai pas de vulve, comprenez-vous? J'essaye de comprendre. Une tension? Est-ce que le mot tension pourrait être approprié? Oui, exactement. Mais ça quand je vous disais que des fois j'ai de la colère puis ça n'a même pas rapport avec mon père, là, on parle, mettons, j'ai de la misère à réussir un examen, ben des fois je me tends moi-même. C'est comme si je me contracte les organes moi-même génitaux, puis c'est là que je sens la frustration des fois. Ah ouais. OK, en tout cas, vous savez, c'est là que je réalise que le fait d'être un homme m'impose certaines limites. Je vous écoute, je vous entends,
Mais je comprends pas plus, en tout cas. OK. Peut-être qu'une femme pourrait beaucoup mieux vous comprendre. Je sais pas, Janine, moi, parce que tu comprends quelque chose ou ben, parce que moi, je suis plafonné, là. Un peu. Ouais. Je suis sûre que ça pourrait être l'amorce d'une tension sexuelle. C'est bête, Marilyn, je dis ça parce que... L'amorce d'une tension sexuelle? Ben, une tension sexuelle, chez certaines femmes, ça peut s'exprimer comme ça. C'est comme... Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi l'amorce? Le début, le départ. OK. Le départ, il se passe quelque chose, il y a une tension, ça vient chaud, je sais pas, là. Okay. Ouais. Tension. Ça pourrait être ça? Ben, pas que ça vient chaud, mais j'ai des tensions, là. Ah, ouais. Revenons à la douche. Ouais. Parce que là, c'est rendu épidémique au Québec, hein? Ouais. Il y a toute une série de maillets qui prennent leur douche avec leur petite fille puis qui aiment bien ça. C'est dégueulasse. Racontez. Jusqu'à quel âge? Puis racontez comment ça se passait dans les derniers quelques mois que vous preniez là, votre douche avec lui. Racontez-nous ça. Ben, honnêtement, là, il y avait, en fait, je crois que le geste en lui-même est assez subjectif, mais ça, je m'en allais dire, c'était rien de subjectif, là, dans le sens, il n'y avait pas d'attouchement, rien, là. C'était vraiment juste, on se lave, puis OK, vas-y, puis après ça, c'est moi qui se rince, puis toujours belle complicité avec moi puis mon père, tu sais, Mais tous les deux dans la douche? Certains. Oui, mais ils sont donc bien grands. Nous autres, la douche chez nous, là, à deux, ça rentre pas. Non, c'est parce que nous, c'était une douche qui coulait dans un bain, là. Oui. Ah, vous étiez-vous nus ou habillés? Ben, tout nu. Tout nus, les deux, dans la douche, dans le bain. Dans le bain. Ah, puis là, tour de rôle, vous passez en dessous de la douche. Oui, oui. Ben, il pourrait se laver, puis tout, là. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il ait une érection pendant la douche? Je m'en souviens pas, je pense pas, non. L'image que j'ai de son pénis, là, il était flasque, là. Okay. Mais, oui. Je me souviens en tabarnouche, là, que je le trouvais tellement gros. Tu sais, vous avez déjà dit ça à votre émission, que ça peut traumatiser les petites filles, des fois. Ben, moi, je m'en souviens en sacrifice. Vous savez, quand j'ai parlé de ça, il n'y a pas grand monde qui m'ont cru. Il y a bien du monde qui m'ont envoyé promener puis pensaient que j'étais jaune, que je faisais ça par vice personnel. J'ai même reçu des courriels qui disent « Mayou, t'es un déviant sexuel » pour penser ça. Oh, regarde, excusez-moi, là, mais je les emmerde, ces gens-là. Ouais. Parce que moi, je le sais, j'ai vécu, tu sais. Oui. Puis, la dernière fois, vous souvenez-vous les dernières fois où c'était pas confortable, c'était plus confortable, puis ça a cessé? Vous souvenez-vous qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes éloigné de ça, ou vous étiez mal à l'aise? Aïe, aïe, ça, je vous dirais que je peux pas vous dire. Mais, je me souviens, par exemple, je sais pas si c'est de la même nature, là, mais bon, quand j'étais jeune, je prenais mon bain avec mes frères. Puis, je me souviens que la dernière fois que j'ai pris mon bain avec mon plus jeune frère, je disais à maman, non, ça me tente pas aujourd'hui, non. Ben, t'es là, voyons, pourquoi, là? Ben, ça me tente pas, maman. Puis, je me souviens, je pense que c'est ça, j'étais en 4e année. Ça doit être dans le même temps que j'essayais de prendre la douche avec mon père aussi. Je voulais pas, puis je commençais à avoir du poil, tu sais, sur la vulve, là, carrément. Puis, je disais non, mais je disais pas pourquoi. Puis, finalement, j'ai décidé, puis mes seins aussi, ça commençait un peu. En tout cas, j'étais allée dans le bain avec mon frère, mais je me souviens, j'étais de dos. Votre frère avait quel âge? Ma mère? Non, votre frère avait quel âge? Ah, mon frère, s'il avait 10 ans, il avait peut-être 7 ans à peu près. OK, continuez. Ben c'est ça, mais comme je vous dis, je me souviens pas vraiment de la dernière fois avec mon père, mais la dernière fois que j'ai pris mon bain avec quelqu'un, puis que c'est fini après, là, c'était mon petit frère. Parce qu'on a fini par vous écouter. On a fini par dire, bon, c'est assez, là, c'est ça? Honnêtement, je pense pas que ma mère m'a écouté parce que je disais non, puis elle m'a quand même mis elle m'a pas mis dans le bain, mais elle insistait, puis moi, j'étais gênée de continuer d'insister, donc j'ai pas insisté, je suis allée. Mais après ça, je souhaitais tellement qu'elle me le redemande plus, puis elle me l'a plus jamais redemandé. Ça a été une chance parce que je sais pas si j'aurais eu assez de caractère quand j'étais jeune pour dire non, je suis pas bien, tu sais. Ça l'a fini comment, la douche avec votre père? C'est ça, je vous dis, je m'en souviens pas. Je me souviens pas, hein. Je vous jure que je me souviens pas de la dernière fois. Non, jurez rien. Mais est-ce que ça peut être au début du primaire? Ça peut être dans les mêmes... Ça se peut-tu? Mais non, on est rendu en 4e année. En 4e année, c'est ça, au début du primaire. Moi, je dis... Au début du primaire, non. Dans ces eaux-là, entre la première et la 4e année. Janine, sûrement, peut-être début secondaire, mais pas début du primaire. On est en 4e année, puis elle prend encore sa douche. Avec le petit garçon, avec son frère, elle a cessé en 4e année. Ouais. Est-ce que c'était à la même époque que ça a cessé avec son père? C'est ça que... Je dirais qu'avec mon père, je crois que c'est un peu avant. Peut-être un an avant ou quelques mois avant. Okay. Est-ce que votre père vous essuyait? Oui. Jusqu'à quel âge vous a-t-il essuyé? Aïe, vous me demandez de travailler fort. Travailler fort, hein?
Vous savez, le vieux bouc, on a beau lui prêter beaucoup de défauts. Marilyn? Oui. Il est un investigateur rare. Bon, regardez, on n'a jamais fait ça, Pierre. Moi, je continuerai. Si Marilyn est d'accord, on va y aller. Elle aura droit à une thérapie ou en tout cas... Marilyn, OK? c'est les femmes qui mènent dans notre tribune. Vous en êtes la preuve. Aujourd'hui. OK. Correct, Marilyn? Pas de Si problème. vous avez le courage de continuer, parce que moi, elle n'est pas encore partie de chez ses parents, là. Puis là, on a un beau portrait, là. On n'a jamais pu faire ça. On va le faire. Bon, c'est vraiment faire entorse aux traditions de l'émission. Hein, Pierre? On va poursuivre avec Marilyn. Marilyn reste encore chez ses parents. C'est ça? Puis Marilyn, vous avez parlé de votre mère qui était une enfant. Vous nous avez parlé de votre père avec qui vous aviez une bonne relation. Mais on s'est aperçu dans l'autre bloc que c'est allé un petit peu plus loin qu'une bonne relation. Vous avez soulevé le couple, puis vous êtes allé plus loin là-dedans. Alors, vous êtes encore chez eux. Vos frères restent encore là. Ben, j'ai un frère que oui, l'autre, il reste à temps partiel chez nous, là, parce qu'il étudie ailleurs. Là. Oui. C'est ça. Marilyn, Oui. pour le dernier petit bloc, Oui. est-ce qu'il y a des choses dont vous aimeriez nous parler ou des questions que vous aimeriez poser? J'aimerais que pour le dernier petit bloc, Janine, Oui. on lui laisse la parole. Oui, oui. Qu'en dites-vous? Oui, j'en avais. N'importe quoi. Alors, c'est à votre tour OK. de poser des questions ou de dire ce que vous voulez, et nous autres, on ne pose plus de questions. OK. Ben, en fait, j'en ai une grosse, puis je veux vraiment avoir le temps de la poser, là. Moi, je voudrais savoir une chose. En fait, oui, c'est beau, je vous en parle là, mais ça me fait vraiment du bien, en tout cas, d'être capable de le dire. J'ai vu dans ma vie, dans ma jeune vie, là, 5 professionnels de la santé mentale, OK? Puis là-dessus, j'ai jamais été capable de parler de tout ça, de ce que je parle avec vous. J'ai besoin, tu sais, que ça aille plus loin, j'ai besoin d'avoir de l'appui là-dedans. Je veux savoir, moi, je fais tellement confiance à votre expertise, M. Mailloux. Je veux savoir, OK, là, je sais que vous êtes radié, mais y a-t-il quelqu'un que vous êtes capable de référer? Mettons, tu sais, au pire, si c'est hors d'onde, là, de me référer pour que je sache une bonne fois où est-ce que je m'en vais, puis que je décide vraiment de faire confiance à quelqu'un, parce que les 5 derniers, excusez-moi, c'était de la merde. Pierre Mailloux? Puis ça revient toujours, tu sais, ce que je vous disais au début, bon, c'est beau, je lâche le psychologue, après 6 mois, oups, ça redescend, les questions, les mises en doute, et puis tout remonte à surface. Question que je me pose, vous m'adressez une question? Mhm. La question que je me pose, quel est le pourcentage d'intervenants qui vont être capables d'accueillir vos confidences? Ouais, c'est pour ça que je vous demande si vous avez une référence. Vous en avez passé 5. Nous autres, en 20 minutes, on a accueilli vos confidences avec une grande aisance. Malheureusement, l'aisance que vous avez constatée avec Janine et moi, vous allez avoir beaucoup de difficultés à la retrouver avec des intervenants, particulièrement des intervenantes. Ouais. La première chose qu'elles vont faire, c'est d'essayer de vous faire taire. Et elles ne voudront pas explorer la relation libidineuse que votre père a entretenue à votre égard. Parce que ça risque de trop les remettre en question elles-mêmes dans leur propre relation avec leur père. Mais t'es là pour aider. Comprenez-vous le niveau de difficulté qu'on a ici? T'es supposé être là pour aider. Est-ce que ça a été terrible de dire ça pour la première fois, Marilyn? Non, pas du tout, parce que je le sais. Maintenant, Marilyn, Ouais. ça n'a pas été terrible pour vous, ça a été soulageant. Ouais. Est-ce que ça va être terrible pour l'intervenante de recevoir cette confidence-là? La réponse est, et pour la vaste majorité d'entre elles, oui. En principe, Pierre, on devrait dire non. Ça devrait pas. On devrait même pas se poser la question. C'est ça le pire. Ouais. Mais là, OK, c'est beau, là, mais moi, j'ai besoin d'aide, là. Tu sais. Ouais. Vous en avez essayé 5 à date. Ouais. 5. Puis, tu sais, on m'a dit, il y a déjà des gens qui m'ont suggéré, retourne voir un psychologue. Moi, dans ma tête, là, il y a une personne qui me fait du bien. Une personne. Elle s'appelle Pierre Mailloux. Je suis pas capable de trouver. Tu sais, c'est juste par la radio, là, c'est niaiseux, là, mais la personne qui me réconforte le plus au monde, là, c'est vous. L'autre fine. C'est par la radio, tu sais, allô. Mais oui, allô. Allô. C'est ça.
Allô, Calvaire. Allô, la Allô, tribu. 790. Bon. Allô, la tribu. 5 professionnels. Quel était le sexe des intervenants? 1, 2... Il y avait 2 filles, 3 hommes. 3 hommes. Êtes-vous jolie? Très. Ah, très. c'est pas sans raison que votre père s'amusait à vous regarder, hein? On comprend? Ouais. Hein? Elle a eu bien ça, se faire dire ça, hein? Marilyn, c'est sûr. Ouais, j'ai ça parce que j'ai l'impression que, quand même, c'est peut-être pas si pire que ça, tu sais. Bon, alors, Pierre, il nous reste à peu près 2 minutes, 1 minute. Autre question, je vous l'ai dit, on n'en pose pas. Alors, lâchez-vous. Avez-vous une autre question à poser, un autre commentaire? Lâchez-vous. C'est votre bloc. OK, ça a peut-être rapport, je sais pas, mais je me demande, avec, tu sais, j'ai comme OK, j'ai l'impression que je vais chercher ce que j'ai pas eu en ma mère avec mon copain présentement. Ça fait comme vraiment longtemps que ça niaise avec lui. Oui. Puis j'ai l'impression que je l'ai jamais vraiment, tu sais, on est super complices et tout. Est-ce qu'il faut que je termine? Oui, cette fois-ci, oui. OK. Cette fois-ci, oui, mais on savait pas qu'il y avait un copain, Pierre. Je vous... Copain, c'est pas important, c'est une mère. Vous avez raison. C'est ça qu'elle dit. Oui, Vous savez, le marécage peut être traversé en tâtant tranquillement du pied. Bye, Marilyn. Bonne chance. Un énorme merci. Chance. Un énorme au nom de toutes les personnes qui ont pu bénéficier de ce témoignage-là.